Et donc, je suis ravie que vous ayez pris du temps dans vos vies chargées, hein, qui vont, avec ce déconfinement, je suppose qu'elles se sont remplies un petit peu plus pour participer justement à cette rencontre. Donc aujourd'hui, le thème, c'est l'infinie puissance du cœur et si notre cœur était une source extraordinaire de sagesse, peut-être plus qu'on ne le croit. Donc, on va parler notamment du documentaire L'infinie puissance du cœur, mais pas que ça va être en fait notre point de départ. Et puis, on va voir où les discussions vont nous mener, etc. Sur justement cette sagesse du cœur. On va parler d'intuition, de sagesse du cœur, de mission de vie, tous ces thèmes qui sont abordés de façon absolument magnifique dans ce documentaire. Donc, si vous ne l'avez pas vu, même après cette rencontre, moi, je vous invite à le regarder parce qu'il est absolument magnifique, ce documentaire. Ça vibre quelque chose d'assez extraordinaire. Si vous avez la Je possibilité de le regarder confirme. jusqu'à la fin en plus. Oui, tu l'as vu, Marilyn? Oui, oui, je D'accord. l'ai vu. Ok. Bon, ben, aux personnes qui l'ont vu, que ce soit en partie ou totalement, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce que vous avez vu? Quel moment vous a marqué? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Moi, c'est le Rwanda, en fait. Ah, oui, C'est l'histoire le, d'Ibiza, voilà, l'histoire de, j'ai oublié son prénom, parce que moi, Immaculée. je suis pas très bonne en anglais, donc je suis obligée de lire. Donc, oui, non, mais j'ai bien aimé parce que là, on comprend, j'ai oublié de dire bonsoir déjà, bonsoir, Marilyn. Donc, j'ai bien aimé parce que là, on comprend un petit peu au-delà de ce qu'elle a vécu, elle a su surmonter tout cela et transformer cette douleur en joie de vivre. D'accord. Il y a comme un brouillard. Est-ce que ton écran est propre, Marilyn? Parce que il y a comme un Bah, brouillard. je ne sais pas Donc, pourquoi. comme si la caméra est, tu vois, comme si, Ouais, en fait, comme si une partie de ta caméra et il y a de la poussière dessus ou quelque chose comme ça, c'est pas net. En fait, on voit pas ton visage. C'est brouillé. ouais, je sais pas. Bon, Bah, je étrange. sais Ok. pas. En fait, c'est un portable que j'utilise pour le Zoom, je sais pas. Normalement, ça devrait aller, hein. Normalement, en général, ça passe mieux souvent avec les ordinateurs, parce que les caméras sont mieux généralement mieux sur les Ouais, j'ai téléphones. vu ça, mais je sais pas. Je vais encore nettoyer, je vais, ouais. D'accord. Bon, ben voilà. En tout cas, merci pour ton témoignage. Il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager sur ce qui est Moi, son. moi, c'est un peu comme Marilyn. En fait, l'histoire de cette femme m'a vraiment touchée. Parce qu'en fait, par rapport à toute la détresse qu'elle vivait avec ses comparses, hein, et tout, montrer au fur et à mesure son évolution dans un espace avec toute cette personne et pouvoir supporter le stress euh, de la vie, de pouvoir comment dire, les gens qui étaient à leur recherche, comment elle a pu aussi dévier certaines choses. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire. Comment elle a fait appel à son intuition, elle a écouté son intuition aussi pour la guider. Et ça, je crois que c'est le message que j'ai retenu. Voilà. Ok, super. Quelqu'un d'autre a envie de partager? Moi, je peux prendre Alors, la parole. C'est bon? alors, attendez, il y a deux personnes. C'est qui? Il Frédéric, y a... c'est ça? Oui. Ou Oui. sinon, l'autre personne, moi, je peux attendre, il n'y a pas de souci. C'était qui après? Je crois que c'est Fanny, non? Je sais pas. L'autre personne, c'est Karine, vous m'entendez? Ah, Karine, Oui, Karine. d'accord. Ok. Vas-y, Karine. Je prends après la Alors, parole. alors moi juste, moi ça tombe très bien puisque en fait effectivement ce qui m'a le plus marqué, c'est que je lis actuellement le deuxième livre de Immaculée, donc la rwandaise, et qui s'appelle De l'horreur au pardon. Et en fait, dans ce livre, elle reprend une partie de son histoire pour qu'on puisse comprendre un peu d'où elle nous parle de pardon. Et je sais pertinemment que ce n'est pas un hasard, puisque je l'ai commencé il y a quelques jours et que dans la visualisation, on a beaucoup parlé de son expérience. Et moi, je suis en plein
dans ma façon de vivre, je suis en plein dans me reconnecter à moi, me reconnecter à mon cœur. Et voilà, tout ça, ça tombe au bon moment. Donc, voilà. Tout à fait. C'est vrai que je me suis rendu compte qu'en quelque part, on a toutes et tous, notre salle de bain à nous à un moment ou à un autre. Hein. Pour les personnes qui n'ont pas vu le film, enfin le documentaire, en tout cas cette partie-là, Ibi Giza, en fait, donc c'est pendant le génocide du Rwanda, elle se retrouve enfermée dans une salle de bain avec 6 ou 7 personnes, salle de bain de quoi, 3 mètres carrés, quelque chose comme ça, et elle va y rester 3 mois enfermée. Donc avec les odeurs, pas pouvoir véritablement se doucher, etc. Le stress, le fait que les gens 2 viennent. mètres carrés. C'est 2 mètres carrés? C'est 2 mètres carrés? Merci. Et donc, en fait, elle va vivre une histoire qui est absolument horrible, mais à l'intérieur, qui va être une espèce de mais qui va la mettre sous une pression énorme et qui va quelque part permettre un pardon, un éveil à l'amour, une connexion à l'amour qui est extraordinaire, comme je veux dire, parce qu'on n'aurait jamais cru que dans de telles conditions, l'amour puisse sortir d'un tel cauchemar, entre guillemets. Donc, je vous invite à aller voir, vraiment regarder cette partie, parce que son témoignage est absolument bouleversant. Et donc, c'est ça aussi. Donc, quelque part, on a, à un moment ou un autre, potentiellement notre salle de bain à nous. Peut-être pas avec autant de souffrance, des conditions différentes, mais la vie nous met, je crois, quelque part, dans notre propre, une forme de salle de bain, une forme d'enfermement, une forme de souffrance, pour justement que quelque chose craque, que ce vernis, que quelque chose craque en nous pour pouvoir que notre lumière puisse se révéler. Et c'est ce que j'ai trouvé très beau aussi avec le reportage, c'est qu'il dit que c'est comme ça que parfois le cœur, en étant brisé, que quelquefois le cœur grandit. C'est-à-dire que c'est comme un muscle, vous voyez, comme il donne l'exemple, Marc Nepo, dans le documentaire, c'est comme un muscle. Parfois, il faut qu'il se brise et qu'il ait des micro-fissures après un exercice. C'est comme ça qu'il grossit aussi. Et parfois, on ne se rend pas compte, on passe dans des moments vraiment difficiles, mais il y a une lumière qui entre, une capacité de à aimer. Et ça nous rend peut-être plus tolérant à la souffrance des autres, etc. Et ça peut donner un sens différent aux choses difficiles que l'on vit, parce que parfois on a l'impression qu'en fait on n'a pas de chance, que la vie est contre nous, qu'on n'arrête pas d'accumuler ou des erreurs, des soucis, etc. On va peut-être de relation en relation, ça ne marche pas. Mais en fait, quelque part, on se dit peut-être qu'il y a un but derrière, il y a un but, il y a une spiritualité, il y a un but derrière qui est plus profond que juste le fait de se prendre des claques dans la tête, quoi. Et c'est ce que je trouve magnifique, c'est que l'amour, quand j'ai vu la toute première fois ce documentaire, j'ai pleuré pendant 10 minutes. Après, j'ai pas compris, quoi. Je sais pas, il y a un coulet, il y a un truc, ça m'a fait un nettoyage extraordinaire. J'ai pleuré pendant 10 minutes. Au bout d'un moment, je savais pas bien pourquoi je pleurais, mais ça coulait. Et après, j'ai compris pourquoi j'ai pleuré. Mais ça a libéré un truc chez moi, c'était extraordinaire. J'ai une cousine aussi qui a fait ça, où elle a pleuré pendant 10 minutes, elle savait pas. Mais voilà, chacun a notre expérience de ce film. Donc, regardez-le, il est juste... Moi, il m'a touché de façon extraordinaire, ce film documentaire. Donc, c'est ça, et c'est la puissance de l'amour et la puissance du pardon. Parce que, pour moi, il y a 2 piliers essentiels à l'amour. Je ne sais pas si on peut dire, il y en a au moins 2. C'est l'acceptation et le pardon. Et ils ont très, très bien décrit le pardon dans ce film. Et d'ailleurs, pour vous, c'est quoi le pardon pour vous? Ou quelle était peut-être votre vision du pardon avant? Et peut-être qu'avec le documentaire, ça a changé. C'est quoi pour vous le pardon? Juste, tu as dit 2 piliers, c'est le pardon et quoi? L'acceptation. Ah, ok, merci. L'acceptation et le pardon. Moi, je crois que le pardon arrive après avoir accepté. Sinon, pour moi, c'est pas possible. Tant qu'on n'a pas accepté le traumatisme, la chose qu'on a vécue, c'est difficile de pardonner. Oui. Je crois en effet que ça, c'est le plus souvent, c'est comme ça. Je pense que la vaste majorité. Après, donnez-moi des exemples. Hein. Si vous avez des exemples ou des personnes pour qui c'est pas arrivé, n'hésitez pas à partager. Mais personnellement, dans mon expérience aussi, l'acceptation précède le pardon.
ou en tout cas c'est dynamique, on accepte quelque chose à permet. Parce que le pardon, c'est pas toujours comme dans le film où, voilà, d'un seul coup, la grâce divine descend sur nous, cette espèce de grâce divine qui l'Église a reçue, et puis il y a une ouverture qui est extraordinaire. C'est pas toujours comme ça. Parfois, c'est par étapes, pardon. En tout cas, on accepte, on lâche quelque chose, on accepte, on lâche quelque chose, et le pardon peut aussi évoluer au cours des semaines, au cours des mois. C'est aussi un processus. Donc parfois, c'est boum d'un seul coup comme ça, mais dans la majorité des cas, en tout cas, c'est une alternance acceptation, pardon, acceptation, Rechute, pardon. rechute, Pardon? voilà. Je disais aussi qu'il y a forcément des fois des rechutes, en fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça, en fait, dans ma propre expérience, l'une des choses les plus difficiles, alors, en termes d'acceptation et de pardon, j'ai eu des choses difficiles à accepter dans ma vie. J'en avais parlé lors des infections chroniques, par exemple, comment j'ai dû accepter les infections chroniques. Ça s'est fait par étapes. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que, en termes aussi de pardon, l'une des choses qui a été difficile de pardonner, c'est une infidélité qui m'avait beaucoup touchée à l'époque. Et je me suis rendu compte que le pardon est venu peut-être en 3, 4, 5 vagues, en fait. Enfin, c'est pas un seul pardon et puis tout parti, c'est par vague. Parce qu'en fait, il a fallu déjà accepter, comme tu dis, la situation, et puis accepter quand je dis accepter la situation, il faut comprendre que c'est pas juste accepter la situation comme elle est, c'est accepter les conséquences, accepter les difficultés, accepter tout ce que cela potentiellement engendre. C'est-à-dire que cette Les infidélité, dégâts elle arrive. collatéraux. Pardon? Les dégâts collatéraux. Exact, ça peut être les dégâts collatéraux, et puis ça peut être aussi, ou même les choses que ça vient réveiller. C'est-à-dire que mon histoire d'infidélité, c'était pas que, ça a été particulièrement difficile parce que c'était pas que l'histoire homme-femme, enfin couple, l'histoire de couple. Ça venait taper dans un sentiment de ne pas être à la hauteur, des blessures qui étaient plus anciennes, qui étaient liées à mon père. Donc ça vient réveiller plein de choses. Donc il faut accepter. Donc pour moi, ça a été accepter cet état, accepter le fait de ne pas être, en tout cas ce sentiment de ne pas être assez. En dépit de tous les efforts que j'avais faits, en dépit de tout ce que j'avais mis en œuvre pour essayer de faire marcher cette relation, il y a cette infidélité. En fait moi, je la vivais comme ça, en tout cas, en partie. Je ne suis pas à la hauteur, ce que je fais, c'est jamais suffisant. Ça venait à réveiller plein de choses. Donc, il fallait accepter d'être avec ça et de dire que je vais apprendre à m'aimer avec le fait que, en dépit du fait que j'y arrive pas, quoi. Et c'est ça. Et je crois aussi que ça vient casser notre ego parce que notre ego aime la toute-puissance. Le mien, comme celui de beaucoup de personnes, il aime dire « je suis forte, j'y arrive, je trouve les solutions par moi-même en plus ». Quand on a un ego qui aime faire les choses par soi-même comme moi, je trouve les solutions par moi-même et je vais m'en sortir, je suis une femme forte. Et il y a un moment où, comme il est là, à un moment, elle s'en sort plus. Et elle avoue son impuissance et son incapacité à arriver, elle demande l'aide et elle supplie Dieu de lui venir en aide, quoi. Et bien, quelque part, c'est peut-être ça aussi, c'est que parfois, il faut qu'on soit vraiment dos au mur, qu'on soit cassé complètement et qu'on avoue et qu'on accepte cette impuissance qu'on a fui tout le temps. On a fui parce qu'on veut être des femmes fortes. On a fui ce sentiment d'impuissance. Et à un moment, il faut accepter ça parfois. Mais est-ce que le pardon aussi ne vient pas, alors pour pardonner à quelqu'un ou à une situation, enfin à quelque chose, est-ce qu'il faut déjà pas aussi se pardonner à soi-même du fait de, comment dire, de ne pas pouvoir justement être capable d'affronter la situation qui nous arrive, mais prendre assez de recul pour se remettre en question, s'aimer, parce que je pense que le pardon vient déjà de l'amour de soi-même. Si on ne s'aime pas, je pense qu'on ne peut pas non plus pardonner à d'autres personnes. Parce que c'est, comme tu dis, pour moi aussi, le pardon, c'est en plusieurs étapes. Parce que dans le pardon, je me suis déjà retrouvée avec des situations où je me suis rendu compte que finalement, je pensais avoir pardonné,
Mais en quelque part, j'avais toujours un peu de rancœur, toujours un peu... et comme tu dis, c'est peut-être l'ego, en fait, qui revient à chaque fois pour te dire, ouais, mais finalement, n'oublie pas, elle t'a fait ça, cette personne. En fait, voilà, quoi. Donc, en fait, c'est un combat perpétuel, moi, je pense. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est un combat, mais en tout cas, c'est un travail. C'est un travail. Et plus c'est, en général, plus c'est lourd, plus il y a de la rancœur, du ressentiment, de la colère, plus il faut du temps en général. Sauf si vous êtes touché par cette grâce divine, et je vous le souhaite, et il y a une espèce d'illumination, hein, mais c'est pas la majorité des gens. Hein. En général, la majorité des gens, ça fait mal, tu en prends plein la tête, il faut accepter, et comme tu dis, peut-être déjà prendre ta part de responsabilité parce que après, moi, dans l'affaire d'infidélité, j'ai dû prendre ma part de responsabilité parce que en couple, même s'il y a une infidélité, c'est comme un terreau. J'ai participé enfin en tout cas, j'ai ouvert une porte, en fait, prendre ma responsabilité dans le fait que cette infidélité soit arrivée. Et comment elle est arrivée, c'est parce que j'ai pas fait face à un moment, j'ai peut-être tourné les yeux, j'ai pas regardé, même si j'ai eu l'impression de faire des efforts. J'ai fait des efforts, pas j'ai l'impression, j'ai fait des efforts. Il y a des choses que je n'ai pas voulu voir, j'étais dans le déni par rapport à certaines choses. J'ai tourné la tête au moment où il fallait regarder. Donc on a notre part de responsabilité dans le fait que la relation est déviée à un moment ou à un autre. On n'est pas su communiquer, qu'on n'est pas su en parler. Ça ne veut pas dire qu'on a toute la responsabilité parce que quand même, bien sûr, je n'ai pas mis un fusil sur la tempe de la personne en disant tu me trompes ou je te tire une balle dans la tête. Quoi. Donc la personne a ses propres choix. Mais c'est de prendre sa responsabilité dans le sens où on a contribué à créer un type de relation où l'infidélité était possible, où l'infidélité est arrivée. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'on peut prendre notre responsabilité. On a peut-être manqué de courage pour parler des sujets qui blessent ou voilà, voir comment j'ai contribué à ce que ce truc arrive. Voilà. Après, effectivement, comme tu disais, s'aimer, pour moi, c'est la base et apprendre à s'aimer quand les choses vont mal. C'est ça aussi la beauté. Il dit dans le film, hein, à un moment, il dit, c'est le mot me vient en anglais, il disait, let beauty in while we are suffering. De laisser entrer la beauté pendant justement qu'on souffre. Et c'est ça, parce qu'apprendre à s'aimer quand tout va bien, c'est facile, mais s'aimer quand les choses sont beaucoup plus difficiles. Et c'est là où on développe de la bienveillance, de la tolérance pour soi. Se dire que, en fait, on a fait du mieux qu'on a pu, même si quelque part, ça n'a pas marché, et qu'on a le sentiment que ce n'était pas suffisant, qu'on n'est pas à la hauteur, on fait toujours du mieux qu'on peut. Et c'est ça, la personne aussi en face qui nous a blessés fait du mieux qu'elle peut. Et ça, c'est difficile parfois à comprendre, parce que je me suis dit, moi, à l'époque, comment, avec tout le développement personnel que tu as fait, toutes les histoires de spiritualité, toutes les discussions qu'on a eues, le travail que toi tu as fait, en fait, toute ton intelligence, tout, comment tu arrives à me tromper? Comment tu n'es pas venu, comment tu as fait preuve de vérité pour être franc avec moi? Vous voyez comment? Parce qu'on projette sur la personne nos attentes, ce qu'on pense que la personne aurait dû faire, ce que la personne devrait être capable de faire, aurait dû être capable de faire. Vous voyez tout ça? C'est tout, tu aurais dû, voilà. Parce qu'en fait, au lieu d'accepter et de voir la personne telle qu'elle est, avec ses souffrances, avec ses problèmes, avec ses forces et ses faiblesses, on en est à vouloir la faire rentrer dans un moule de ce qu'on pense qu'elle aurait dû faire. Mais en même temps, les gens font toujours du mieux qu'ils peuvent. Et ça, c'est difficile parce que pour nous, c'est pas suffisant, quoi. On voudrait que la personne soit autrement. Et c'est ça l'acceptation. Il faut accepter que son mieux, c'était ça, quoi. Le mieux qu'elle a pu fournir à ce moment-là. Et c'était ça, même si ça nous paraît clairement insuffisant, quoi. Même si on a envie de dire, non, mais c'est pas possible. Comment tu peux me faire ça, quoi? Comment tu peux me faire ça? Comment après tout ça, tu peux me faire ça? C'est ton mieux, c'est ça, quoi. Et c'est ça qui est difficile à accepter, de lâcher sur ça. Et donc de lâcher sur le fait que c'est le mieux que la personne a pu faire, vu sa souffrance, vu ce qu'elle porte, vu son cheminement, etc. C'est le mieux qu'elle a pu faire à ce moment-là. Et c'est ça qui est difficile à accepter parce que pour nous, on se dit c'est pas acceptable, quoi, c'est pas suffisant. Moi, je me disais, non, je suis désolée, pas suffisant. non, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. C'est comme ça que j'étais. Tu vaux mieux que ça. Non, mais ça, après, ça, c'est mon jugement. Il n'y a pas histoire de tu vaux mieux ou tu vaux pas mieux. La personne, elle fait comme elle peut, quoi.
En tout cas, ça a été une des choses à lâcher. Et puis pour pardonner aussi, une chose très importante, c'est de lâcher le bénéfice que l'on a à garder la rancœur et la colère. Parce qu'il y en a toujours. Si on est honnête avec soi, on est en colère, on est fâché, on en veut à la personne, mais ça nous donne une forme d'avantage et de bénéfice. Donc, est-ce que vous voyez ce dont je parle? Est-ce que vous avez des petites histoires à nous raconter où vous vous êtes rendu compte qu'en fait, vous étiez attaché à votre colère, à votre sentiment, vous ne voulez pas pardonner? Je pense que quelque part, il y avait une forme d'avantage. Moi, j'ai vécu un peu la même chose dans une relation il y a des années, mais il y avait un avantage parce qu'en fait, en rentrant en fait dans le jeu un peu de la personne, dans ce genre de conflit, finalement, on se laisse aussi manipuler en quelque part. Donc, là, moi, à partir du moment où j'ai commencé à me remettre en question et puis à réapprendre à m'aimer, je me suis dit, bon, Vanessa, là, maintenant, il faut que tu arrêtes, stop. Tu ne peux pas rester dans une relation qui te détruit, que tu ne vois pas d'issue. Donc là, maintenant, il faut que tu aies le courage de pouvoir mettre les choses au clair et puis que tu puisses aussi aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Parce que cette relation a duré quand même 5 ans. Et au bout d'un moment, je me suis dit, non, stop, je ne peux plus vivre ce genre de choses. Et donc, du coup, j'ai préféré, moi, voilà, arrêter pour passer à autre chose. Et en fait, pour moi, ça a été, à partir du moment où j'ai pris cette décision, eh ben, il y a plein de choses merveilleuses qui se sont ouvertes à moi. Donc, en fait, il faut avoir un peu ce courage. Parce que si on n'a pas de courage, la personne, en sachant que finalement, on va toujours développer cette espèce d'agressivité ou bien ce doute et tout. Donc, effectivement, ça lui donne un avantage parce qu'elle va jouer sur ça. Parce elle connaît en fait tes limites. Donc, du coup, pour moi, c'est donner l'avantage à la personne. Voilà, c'est comme ça que je ressens les choses. Okay. Après, je vois ce que tu veux dire. C'est sûr que je crois que quand on prend une décision d'aller de l'avant, parfois les portes peuvent s'ouvrir parce que, en tout cas, quand on prend une décision de l'avant et de lâcher, parce que c'est ça aussi la force du pardon et de l'acceptation, c'est que tout est énergie. Et il faut de l'énergie pour entretenir de la colère, du ressentiment. Vous voyez, c'est comme quand on est stressé ou quand quelque chose est un peu fermé. Vous voyez, il faut de l'énergie pour maintenir le point ouvert, comme ça, serré. Et à partir du moment où on lâche et que le point se détend, il y a l'énergie qu'on avait utilisée à maintenir cette colère, à garder tout ça en nous, elle peut être relâchée et utilisée à autre chose, ce qui fait que ça peut décupler notre créativité, enfin, voilà, un monde nouveau peut s'ouvrir à nous. Et ce que je voulais dire en termes de bénéfices, c'est-à-dire que, en fait, quand on est en colère, on a un bénéfice, on a un intérêt à garder la colère en nous, à garder le ressentiment. Je regarde par rapport à cette relation que j'ai eue. En fait, je me suis rendu compte assez vite qu'en fait, je ne voulais pas pardonner, je ne voulais pas lâcher le ressentiment et la colère parce que ça me mettait, du bon côté, tu vois, et que parce que deux, ça le faisait souffrir lui. C'est-à-dire que quelque part, en entretenant ma propre souffrance, je le faisais souffrir. Donc, vous voyez, c'est un peu sadique, mais c'était vrai. Et en lui disant, regarde ce que tu m'as fait, regarde dans quel état tu m'as mise. Et tu vois, ça, c'est de ta faute si je souffre. Et je savais que ça le faisait souffrir aussi, parce que quand même, les gens ont un cœur. Donc, même si, et voilà. Et donc, le fait, moi, d'entretenir ma souffrance, je l'entretenais pour le blesser, lui, pour qu'il le montre. Tu vois, je te montre à quel point tu es une mauvaise personne. Je le mets devant ton visage, quoi. C'est ça. Et à partir de... non, mais c'est vrai, deux fois, on se rend pas compte à quel point... je peux en rire maintenant sur le coup. Ça je confirme. Mais c'est ça. Parce qu'on veut prouver que les gens sortent. Et quand moi je souffre, je te montre que tu me fais souffrir. Donc ça fait de toi une mauvaise personne et ça te montre à quel point tu es une mauvaise personne. Donc quelque part, j'ai cette satisfaction de me mettre du bon côté, c'est-à-dire de la victime. Et toi, tu es du mauvais côté, c'est-à-dire le bourreau, entre guillemets. Et quand j'ai compris ça, j'ai dit non, il faut que je laisse aller ça parce que je lui dis, je suis en train de
d'abîmer ma santé, de mal dormir, d'entretenir quelque chose qui est vraiment malsain pour moi, parce qu'on sait en plus que tout ça, ça a un impact sur le corps en termes de santé, pour pouvoir faire souffrir quelqu'un, donc j'ai décidé de lâcher ça. Donc ça a été une étape. Tu vois, tu disais, ça a été une première étape d'acceptation et de pardon. Donc lâcher ça, ça m'a permis de faire une première couche. Vous voyez? Donc ça s'est fait en plusieurs étapes. Comprendre pourquoi on ne lâche pas, ça aide. Après, il faut juste du temps aussi pour laisser les choses aussi se faire aussi naturellement, mais parfois, lâcher, comprendre l'attachement négatif ou l'attachement égotique que l'on a à notre souffrance, ça peut nous aider à lâcher. Donc, et justement, donc, est-ce que vous avez... Oui, vas-y, Marilyn. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, je t'entends. En fait, je me demande si cela n'est pas lié aussi à la peur d'aller de l'avant aussi, parce qu'on reste dans sa souffrance. Et c'est aussi un moyen de ne pas avancer vers l'inconnu, parce que forcément, si on pardonne, on est obligé de partir vers autre chose qu'on ne connaît pas. Et ça nous rassure peut-être de garder cette souffrance-là, parce qu'au moins, elle, on la connaît, même si elle nous fait souffrir, mais on la connaît. Et c'est vrai que le lâcher prise et pardonner, ça nous oblige à tout faire un virage, enfin, faire un 180 degrés et aller vers autre chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et souvent, on reste dans des situations compliquées parce qu'on a cette peur-là, justement. Voilà. Oui, et je crois que c'est très vrai. Moi, j'y étais à la sortie de cette relation, effectivement. C'est-à-dire que, en fait, c'est vrai que le fait de garder une forme une forme de souffrance et de colère, ça nous maintient dans une relation, dans un état où on n'est pas disponible à une nouvelle relation, par exemple. Ce qui fait que c'est plus sécurisant d'être célibataire et puis d'être fermé que de se pardonner, potentiellement s'ouvrir et potentiellement trouver une autre relation et potentiellement prendre une autre claque, quoi. Donc, c'est ça. Et c'est ça aussi qui est... et c'est un travail. Donc, tant qu'on reste dans la peur de... c'est ça, c'est tout un truc. Comment se libérer de la peur de souffrir parce qu'on a pardonné, en tout cas majoritairement, hein, même s'il reste encore des choses à lâcher, mais comment s'ouvrir, comment avoir un cœur ouvert et un cœur aimant après avoir été blessé. Donc, comment justement, et c'est toute une question, comment avoir un cœur de nouveau aimant et un cœur qui est ouvert pour pouvoir construire éventuellement une relation, en tout cas être ouvert à la vie. Parce que le problème, c'est que on a l'impression que quand on garde un cœur fermé, on se ferme juste à une nouvelle relation. Mais c'est faux. En fait, on se ferme à des opportunités qui, pas juste en termes de relation, parce qu'un cœur ouvert et un cœur aimant, un cœur qui vibre, c'est un cœur qui est sur sa mission de vie, qui va attirer des choses, des expériences de notre vie pour pouvoir nous nourrir. Donc, c'est pas juste qu'on se ferme à une relation, quoi. On se ferme peut-être à des opportunités en termes de travail, en termes d'activité, etc. Ou tout simplement à ne pas vivre une vie. Parce que c'est difficile pour le cœur d'être, on va dire, d'être compartimenté en disant je vais être juste fermé sur les relations hommes-femmes et puis dans tout le reste, je serai ouvert. Je vais rayonner, je vais être là pour. Très difficile. En tout cas, dans mon expérience, ça marche pas comme ça. C'est difficile d'être, voilà, c'est difficile d'être. Oui. Oui, Marie? Oui, Marie-Françoise. Oui. Attends, je suis en voiture. Sur le fait de rester dans la relation, moi je me demande si quelque part on ne le fait pas parce que pendant ce temps-là on existe. Ce serait un peu je souffre donc j'existe. Je sens que mon existence sur Terre est beaucoup plus forte que si je ne ressentais rien du tout. Oui, ça peut, effectivement. Parce que ça donne une densité, une intensité à notre vie. C'est pour ça qu'il y a des gens qui, après des années, deviennent aussi attachés à cette forme de souffrance. Parce que quelque part, si on s'est vécu pendant tellement de temps avec cette souffrance, eh bien, en fait, on est totalement identifié à cette façon de vivre. Et c'est difficile pour nous de lâcher parce que c'est devenu quelque part qui on est. Ça peut devenir une addiction carrément. Oui, alors peut-être le mot addiction, je ne sais pas, il faudrait demander aux gens, c'est peut-être un peu fort, mais c'est une forme d'addiction, définitivement. En tout cas, c'est une forme d'être. C'est-à-dire que
façon d'être dans la vie. Souffrir, c'est une façon d'être, d'exister dans ce monde. Et si je n'ai pas cette souffrance qui me permet, peut-être qu'effectivement, j'ai le sentiment que ma vie est vide, que je perds quelque chose de substantiel dans la vie, peut-être. Oui, Frédéric, Anne? Oui, ce que je voulais dire par rapport à ce que vous êtes en train de dire m'a fait penser à la phrase qui m'a le plus marqué dans le film. Je connaissais l'histoire un peu d'Immaculée parce que j'ai lu son premier livre, mais j'étais contente de la voir, elle, en chair et en os. Son livre, ça ne donne pas la même sensation. C'était quand elle rayonnait en sortant et qu'on lui disait, mais comment peut-elle oser être en joie alors qu'elle a perdu son père, sa mère, ses grands-parents, comment peut-elle oser? Et je crois qu'il y a aussi un poids de la société. Si tu n'as pas un gros poil, on va parler comme nous on parle, si tu n'as pas un vrai gros poil qui te fait perdre du poids, eh bien c'est que tu n'avais pas aimé. Et alors que c'est faux. La proportion non, aussi de la question de la jalousie. Si tu n'es pas jaloux, c'est que tu n'aimes pas. Alors que c'est pas vrai, l'amour, c'est pas de la jalousie. Et donc, on se rend compte qu'on a à déconstruire parfois le regard. Moi, je me suis rendu compte, pardon, je vais parler de moi, je me suis rendu compte qu'il fallait déconstruire le regard de la société, ou bien ce que j'avais, qui était mon référentiel, pour justement écouter mes intuitions, écouter ce que mon cœur a à dire. Voilà, donc moi, je suis divorcée et bien sûr, il y a encore des choses par rapport à mon ex-mari, mais en même temps, je ne voulais pas lui donner de la place dans mon cœur qu'il n'avait plus à avoir. Parce que aussi, la colère ou éventuellement la haine, j'ai eu la chance de ne pas être arrivée jusque-là, mais surtout la colère et la déception, je ne voulais pas lui donner une place qui n'était pas la sienne. Il ne méritait pas cette place-là. Et finalement, l'amour a été pour moi, ou l'amour autrement, ce que je dis à mes enfants, j'aime votre papa autrement. Aujourd'hui, je ne vais pas dire que je déteste leur papa, ce serait faux. J'ai partagé ma vie avec lui, donc et on a des enfants ensemble, mais je l'aime autrement et aujourd'hui, je n'envisage plus de refaire ma vie avec lui. Pas parce que c'est une mauvaise personne. Pour moi, c'est une personne toxique. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, ce sera la personne qu'il lui faudra. Mais je ne vais pas me fermer à ça et vivre en jalousie en me disant « Ouais, mais si on rencontre une femme avant moi, salopard, pardon, excusez-moi, le monsieur, il m'a rendu malheureuse et puis lui, il refait déjà sa vie. » Voilà, mais c'est que je crois que c'est surtout lié, je me suis rendu compte dans ma construction, c'est surtout lié au regard des autres et pas par mon cheminement personnel, quoi. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Il y a plein de choses. Oui, ça vous parle? Quelqu'un a envie de répondre, de rebondir sur le témoignage de Frédéric? Marilyn? Oui, mais je crois que c'est vrai qu'on parle beaucoup de pardon au niveau du couple, de la vie à deux. Du couple, de la vie à deux. Je sais pas. Marilyn? Oui, je peux continuer, oui. Oui, donc je dis qu'on parle souvent du pardon au niveau du couple, de la vie à deux, mais il y a aussi le pardon. Moi, je pense que le pardon, c'est de manière générale, parce que moi, je pense qu'au-delà du pardon, on va dire sentimental, il y a aussi le pardon professionnel. Et je pense que le pardon professionnel, c'est aussi important dans la vie d'un être humain, parce que des fois, on se demande, et je crois que le pardon à se faire, c'est le pardon pour soi. C'est peut-être pas spécialement pour les autres, mais se dire pourquoi on a été aussi dupe, pourquoi, en fait, vouloir à tout prix se culpabiliser en se disant mais pourquoi j'étais aveugle, pourquoi, même si on avait déjà l'instinct qui disait attention, fais pas ci, fais pas ça. Et des fois, on peut avoir aussi je sais pas comment dire, des visions, des choses où anticiper, pour mon cas, j'ai anticipé cette histoire 5 ans avant. Et on a eu l'occasion d'avoir un coach je discutais avec lui, on était coachés, il me disait c'était quoi comment je voyais l'avenir en fait. Et texto, je lui ai dit, bon ben si, voilà si on fait pas ça, voilà ce qui va se passer. Et 6 ans après, je me suis retrouvée avec les mêmes, en fait, avoir le film en réalité en fait, avoir la vision que j'ai eue. Je l'ai eu. Et en fait, c'est ce que je pense qui m'a beaucoup blessée et avoir du mal à me pardonner avant tout. Parce que je pense que ce soit dans le couple ou dans la vie professionnelle, comme tu disais, on a des choses qui arrivent, mais on ne fait pas attention parce qu'on est dans un système, on est soi, on se dit que c'est ça ma vie. Et après, c'est pouvoir déconstruire et se reconstruire. C'est ça la difficulté. C'est pouvoir passer ce cap de se dire, bon, ben, il faut se reconstruire, on y va.
Donc, pas spécialement par rapport au regard de l'autre, mais je pense que le regard qu'on porte sur soi est d'autant plus destructeur que le regard de l'autre. Oui, parce que je pense que quelque part, c'est un écho. C'est-à-dire que souvent, parce que je crois que la vie met face à nous les choses, donc ça peut être des personnes, des situations pour nous refléter les choses qui y a à l'intérieur de nous qui ont besoin d'être guéries. Donc c'est sûr que quand il y a beaucoup de regards négatifs à l'extérieur, il faut se poser la question de ok, quel regard j'ai sur moi? Est-ce que ça ne fait pas écho à un regard négatif que j'ai sur moi, une forme de voilà. Donc de toute façon, pour moi, c'est un écho. Donc si le monde à l'extérieur m'envoie une image en me disant après il y a un conditionnement de la société, ça c'est encore autre chose, mais globalement, souvent quand j'expérimente quelque chose de difficile, je me dis, ou qu'il y a un jugement négatif à l'extérieur, voilà, j'essaye de me dire dans quelle mesure cela fait écho à quelque chose en moi, de vrai. Ça peut être que moi, j'ai peut-être, si c'est une critique, est-ce que, bon, après, je peux décider est-ce que cette critique, elle est justifiée ou pas, parce qu'il y en a qui ne sont pas justifiées, mais après, est-ce que quelque part, j'ai pas une forme de, ça ne vient pas réveiller quelque chose chez moi, une forme de critique que j'ai sur moi-même aussi, ou une façon de faire. Si je suis avec des personnes qui ont été très, très, très critiques envers moi, est-ce que moi-même, je ne suis pas très critique envers moi-même ou est-ce que je n'ai pas tendance à être très critique dans un autre domaine avec les gens à l'extérieur, vous voyez? Dans quelle mesure j'ai ce type de comportement ou voilà, qu'est-ce que ça vient réveiller chez moi? Pourquoi est-ce que j'ai cette expérience dans ma vie? Pourquoi est-ce que ça me fait me sentir mal? Si ça me fait me sentir mal, ce qu'on me dit, c'est peut-être parce que voilà, j'ai un blessé de moi-même, ça vient blesser une autre blessure. Pour moi, tout est un écho. Donc, enfin, voilà, ça se fait écho. Donc, Amère, j'ai vu que tu as enlevé ton micro, tu peux dire quelque chose? Oui. Ah non. Oui. Oui, on m'entend? Ça va? Oui, je t'entends. D'accord. Non, je voulais réagir aussi par rapport à ce qu'a dit Marilyn, mais c'est un peu ce qu'elle vit dans la salle de bain, c'est quand même pas rien, hein, parce qu'elle est confrontée à sa mort, elle est menacée de mort, hein. Et elle, en fait, elle est complètement impuissante, elle se cache pour ne pas perdre sa vie. Donc j'imagine qu'il y a une intensité d'angoisse quand même qui est extraordinaire. Et c'est peut-être pour ça que ce qu'elle vit est aussi extraordinaire, parce que j'imagine que supporter un niveau d'angoisse comme celui-là pendant des jours, c'est une expérience, je veux dire, voilà, j'ai jamais fait ce type d'expérience. Bon, j'en ai fait d'autres, comme vous en parliez, des échecs, des baffes, des claques, enfin bref. Mais là, c'est quand même une expérience très forte qui la confronte à la mort et qui la pousse, j'ai envie de dire, dans des extrémités quand même extraordinaires. Et c'est peut-être pour ça que pour le coup, son expérience de pardon est aussi extraordinaire, hein, parce que pour le coup, il y a une bascule qui s'est faite, et elle raconte ça, et je trouve que ce moment-là de son récit est assez extraordinaire, quoi. Il y a une bascule qui se fait alors que elle est passée par la colère, elle est passée par les pleurs, elle est passée par la haine, parce qu'il y a un niveau de haine qui s'est manifesté. Il y a un niveau de haine, ouais. De haine contre l'ennemi qui s'est manifesté en elle, qui a été très fort parce que justement, ces gens-là veulent me tuer, m'empêchent de vivre, je suis enfermé dans cette salle de bain, Gassa m'a sipoté à cause d'Io, etc. Et il y a une haine des fois en nous qu'on ne soupçonne pas et c'est une situation peut-être qui vient la faire, qui vient la rendre qui vient la rendre réelle, quoi. Mais ce que je voulais dire, quand Marilyn, et c'est le type de raisonnement que j'ai eu, quand on se dit pourquoi j'ai été si bête, peu importe la situation, qu'elle soit professionnelle, amoureuse, hein, pourquoi j'ai été si bête, pourquoi je savais, j'aurais dû. En fait, quand on est en train de faire ça, en fait, c'est comme s'il y a une part de nous qui n'admet pas, qui tu parlais de l'acceptation, qui essaie de refaire le film, et en faisant le film, il est encore puissant. J'aurais pu, si j'avais su. Mais en fait, j'ai pas su et j'ai pas pu. Et c'est ça qui est difficile d'accepter. Et quand je l'accepte, je suis vulnérable. Je suis extrêmement vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité, j'ai l'impression, je parle aussi à partir de cette vulnérabilité, elle est difficile, on y résiste parce que ça nous fait peur.
on ne sait pas si on va en ressortir ou pas, on peut tomber en dépression, on peut tomber dans une tristesse. Et quand tu parlais de cette énergie de la colère, c'est une énergie qui nous maintient à flot. Et c'est vrai que des fois, quand on lâche la colère, on coule un peu. Et c'est pour ne pas couler qu'on lâche la colère. On ne le sait pas, mais c'est peut-être comme ça, quoi. Je veux dire, c'est une énergie qui te maintient, entre guillemets, à flot. Donc, ce n'est pas une énergie qui est ni mauvaise ni bonne, mais elle a une fonction, elle te maintient à flot. Et peut-être que au moment où tu lâches la colère, moi, pour avoir vécu ça aussi, dans d'autres contextes, boum, tu bascules dans quelque chose d'un peu plus triste, d'un peu plus... Et là, en fait, tu fais l'expérience de ta vulnérabilité. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on parle beaucoup de s'aimer soi-même, s'aimer, et on associe s'aimer à une espèce de volonté. Mais on s'aime tant qu'on a la maîtrise des choses. On s'aime quand on a l'impression que voilà, les choses ne nous échappent pas. Quand les choses nous échappent, quand les choses en nous échappant nous renvoient à quelque chose de nous-mêmes, c'est là où il y a un enjeu justement assez fort de dire mais quand j'y arrive pas, quand j'ai pas pu, quand je suis pas la personne que je crois être finalement, quand mes illusions tombent, qu'est-ce qui reste de l'amour que je crois avoir de moi? Et je crois que c'est dans les moments de vulnérabilité, c'est le paradoxe, et moi c'est ça qui m'interpelle. Donc on est au-delà du psychologique. Dans les grands moments de vulnérabilité, il y a une chance extraordinaire de faire l'expérience, j'ai envie de dire, pure de ce qu'est réellement l'amour. D'abord, celui qu'on est en capacité peut-être pour le coup de recevoir, puisqu'on est vulnérable. Vulnérable, c'est-à-dire je suis nu. Donc l'amour peut me rejoindre pleinement, faire corps à corps avec moi, et du coup, je découvre peut-être un aspect de l'amour qui n'est pas forcément celui qu'on connaît quand on vit habituellement, normalement, etc. Et je trouve que dans son expérience, elle atteint un degré de vulnérabilité qui, en fait, crée l'ouverture pour quelque chose. C'est ça que j'appelle la bascule et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est ce que je voulais partager. Ok, merci Albert. Oui, c'est vrai que c'est une expérience que peu de personnes vont vivre dans leur vie, Dieu merci quand même. Mais il y a un tel niveau d'impuissance que c'est effectivement, comme tu as dit, peut-être que ça lui ouvre une porte vers un amour encore plus grand, effectivement. Et c'est vrai que, comme tu dis, je rebondis sur ce que tu disais, que la colère nous donne une forme ça nous maintient à flot, parce que la colère nous donne une forme de puissance. Si vous regardez bien, souvent quand vous êtes en colère, demandez-vous, est-ce que vous n'êtes pas en train d'éviter une forme d'impuissance ou est-ce que vous n'avez pas un sentiment d'impuissance dans la situation? Si vous vous mettez en colère contre vos enfants, ou votre mari, votre boss, est-ce que dans ce moment-là, vous n'êtes pas impuissant à obtenir quelque chose, à vous faire comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas justement un sentiment d'impuissance qui fait que ça vous met dans cette colère? Parce que justement, vous voyez, l'ego, il n'aime pas être impuissant. Il a horreur de ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour essayer de contrebalancer ce sentiment d'impuissance? Eh bien, c'est justement d'essayer de se mettre en colère pour retrouver une forme de puissance. C'est une forme illusoire, mais c'est quand même une forme de puissance. J'ai pu faire un signe, Abder. Oui, juste une chose, oui. Pour essayer de dire plus précisément ce que tu développes, c'est-à-dire, il y a aussi, je suis impuissant finalement à correspondre à ce que je voudrais être ou ce que je croyais être. Je pense que c'est ça aussi, parce qu'on a une certaine idée de ce qu'on est, on a une certaine image, on se raconte une certaine histoire de soi-même. C'est pas forcément très conscient. Et peut-être qu'au moment du choc, c'est cette image, c'est peut-être tout ce qu'on croit à son propre sujet qui va être mis en question. Et je sens, ou l'ego sent, qu'il est impuissant à correspondre à ça. Je ne suis pas finalement en capacité d'être vraiment ce que je prétendais être, ou ce que je voulais être, ou ce que je croyais être. Et ça, c'est difficile. Ça, c'est un sacré passage. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et puis, si je regarde par rapport à ma propre expérience, disons que c'était un sentiment d'impuissance par rapport à, en fait, je ne suis pas capable de créer un couple comme je voudrais le créer. J'y arrive pas.
Je suis pas capable de... Ouais, c'était ça. Je suis pas capable. J'avais un profond sentiment d'impuissance dans le fait de, en dépit de tout le développement personnel, les spiritualités, l'intuition, en dépit de tout ce que j'avais fait, je n'arrivais pas, j'ai pas réussi à faire fonctionner cette relation comme j'aurais voulu. Vous voyez, et c'était ça pour moi, d'un point de vue de mon ego, c'était un abus d'échec énorme. Après, quand on regarde les choses avec, quand je regarde les choses avec, on regarde avec le recul, tout ce que j'ai appris, tout ce que ça m'a permis d'évoluer, en fait, comment ça m'a permis, c'est pas du tout un échec, vous voyez, mais en tout cas, quand je le vivais à ce moment, pendant ce moment-là, et bien justement, je l'ai vu un petit peu comme, je le vivais comme un échec. Et c'est pour ça que j'ai trouvé fort aussi ce qu'ils disent dans le documentaire. Dans le documentaire, quand ils disent d'avoir de la gratitude, même pour les choses pour lesquelles on pense qui ne nous servent à rien ou qui nous font du mal, ou ils le disent à un moment. Voilà, que les maîtres, ceux qui ont une sagesse, etc., arrivent à trouver de la gratitude, même pour les choses qui peuvent a priori nous paraître négatives ou qui nous font souffrir parce que... Et je me souviens d'ailleurs que pendant ces moments-là où j'étais vraiment au plus bas, je m'accrochais. C'est vrai que ce qui m'a permis, moi, de tenir aussi, c'est notamment ça. C'est d'avoir ça, de me dire qu'il y a quelque chose, il y a un cadeau, même si je ne le vois pas. Ça va me permettre, j'ai gardé là une espèce de foi en le fait que je vais sortir de ça en étant grandi. Mais je ne sais pas combien ça va me prendre, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais à un moment, le moment viendra où je regarderai ça en me disant, voilà, ça m'a coûté telle chose. Même si je souffre énormément, je sais que la vie est intelligente. J'avais cette foi que je ne fais pas tout ce truc pour rien. Que j'étais au fond du trou juste pour me punir. Que la vie n'est pas ça. Que la vie m'aime profondément. Et je crois que c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. C'est cette foi que même quand je souffre, quelque part, c'est un cadeau. Il y a un cadeau, mais je ne le vois pas et que la vie m'aime et la vie me supporte et m'aide à grandir. Elle m'aide à aller vers plus d'amour. Et c'est cette foi en la vie. Parce qu'on parle beaucoup dans le développement personnel de faut avoir confiance en soi. Moi, je ne crois pas qu'on ait du tout besoin d'avoir confiance en soi pour réussir. Je vous avais déjà un petit peu parlé lors des précédents. Je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir de la confiance en soi. Pour moi, je dirais même que la confiance en soi, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est l'accueil de ses émotions, accueillir le fait que on ne se sent pas bien, qu'on ait peur, voilà, qu'on manque de confiance en soi et puis avoir une vision. Avoir une vision de ce que l'on voudrait créer. Parce qu'on dit on manque de confiance en soi, mais on manque de confiance en soi, c'est en général, c'est pour créer quelque chose. Créer quelque chose, ça peut être, voilà, est-ce qu'on a une vision suffisamment forte, voilà, ça demande du courage. On n'a pas besoin de confiance en soi, mais je crois qu'on a besoin de courage parfois pour avancer. Et c'est ça demande du courage, mais par contre, on peut développer petit à petit de la confiance en la vie. La confiance en moi. La première fois que j'ai écrit, j'avais absolument pas confiance du tout que j'étais capable d'écrire, j'avais jamais rien écrit. Donc ça aurait été difficile d'avoir de la confiance en moi, que ouais, je vais écrire un bouquin, je sais quand même. Parce que non, j'avais aucun confiance en moi pour écrire un bouquin, mais j'avais une vision et j'avais un désir, j'avais cet appel de mon intuition. Et je me suis dit, je vais essayer, je vais oser, je vais avoir le courage d'essayer, même si j'ai pas confiance en moi. Et je sais que j'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en la vie. Et si la vie a mis ça sur mon chemin et que la vie m'invite à aller dans cette direction, c'est qu'il y a quelque chose pour moi. Je peux peut-être être ridicule et que je vais pondre un livre que personne n'aimera, mais c'est pas grave, je vais essayer quand même parce que il y a quelque chose pour moi là-dedans. Et c'est ça. Je crois qu'on développe de la confiance en la vie. En fait, avoir confiance en soi, ça devient secondaire. C'est de nous laisser guider par notre cœur. Et on va là où notre cœur, avec courage, avec les gens qui tremblent, et puis on y va, quoi. C'est ça. On n'a pas besoin de confiance en soi. Alors, c'est vrai que il y a des gens qui disent, oui, on va développer de la confiance en nous. Oui, c'est bien d'en avoir, hein. C'est top. Si vous en avez, tant mieux. Mais si vous n'en avez pas, je veux dire, c'est pas grave. Moi je crois qu'on est guidé, on est accompagné, on est guidé. La vie a un plan pour nous. La vie voilà. C'est pas pour nous qu'on vit tout ce qu'on vit. Donc il y a un plan derrière, il y a une intelligence derrière, c'est pour nous ouvrir sur quelque chose. Après, plus vite on apprend les leçons, peut-être
moins on va... Après, deux fois, on ne choisit pas. Hein. Il y a des gens qui passent... il y a des gens, Wagidi Biliza, elle n'a pas choisi de passer 3 mois dans sa salle de bain. Quoi. Donc, deux fois, on ne choisit pas la durée de la souffrance. Mais bon, quand même, avec... je pense que parfois, il faut ce qu'il faut pour pouvoir s'ouvrir à l'amour, pour pouvoir souffrir, pour pouvoir ouvrir notre cœur, apprendre des choses. Et c'est ça. Et je crois que si on développe, au lieu d'être dans une quête de résultat, je veux absolument réussir ma relation, je veux créer une relation qui marche. Pourquoi ne pas changer, se dire que voilà, comment je peux apprendre à m'aimer un peu plus chaque jour. C'est peut-être un objectif plus sain, entre guillemets. Être dans l'amour tous les jours plutôt que de se dire, voilà, j'ai mon objectif. Ça ne veut pas dire que hein, j'ai des objectifs, hein, j'ai un troisième bouquin à sortir. Donc, j'ai mon objectif d'un troisième bouquin, mais comment je peux développer de l'amour au quotidien pour moi, dans la situation que je peux apprendre à m'aimer. Et ça, je trouve que c'est magnifique. Petit à petit, à mon rythme, comment je peux m'aimer un peu plus chaque jour. Et ça aussi, c'est un chemin. Je peux? Oui, donc l'autre chose qui m'avait marqué, c'était l'histoire de Christina, donc qui, au-delà de ce temps terrestre, a apporté du fruit. Et je me dis que si pleinement, au moment où on est, on le fait bien, on le fait en vérité et avec amour, ça veut dire qu'au-delà de nous-mêmes, de notre temps de vie, ben, on peut porter du fruit. Alors elle, c'était par le don d'organes, mais après, ça peut être aussi par d'autres biens. Et j'étais beaucoup marquée par quand sa maman a écouté le cœur de sa fille dans le corps de l'autre dame. Je me dis, ça doit être quand même impressionnant comme émotion à ce moment-là, quoi. C'est vrai. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui m'a marqué avec cette histoire, c'est le fait que la correspondance entre, vous voyez, la liste de souhaits que la fille avait et la dame infirmière qui a reçu le cœur de la jeune fille qui est décédée et tout. Et en fait, on se rend compte que la vie, c'est assez extraordinaire quand même, que c'est comme si quelque part, à travers la mort, il y a une vie intelligente qui continue à évoluer par-delà la mort. Quoi. La mort, c'est qu'une transition. La mort, j'avais trouvé ça, moi, ça m'avait aussi beaucoup marqué. C'est-à-dire que pour moi, c'était une espèce de... À l'époque, j'avais compris comme un renforcement du fait qu'il y a une vie intelligente. Il y a une intelligence au-delà de la mort, il y a une intelligence au-delà de la souffrance, il y a un plan derrière tout ça. Peut-être que cette jeune fille, c'était prévu, ça fait partie du plan, on n'en sait rien, qu'elle meure à ce moment-là pour que la fondation Christina Chesterman soit lancée, pour que vous voyez, parce que sa mort a contribué à une ouverture extraordinaire, quoi. Donc, c'est ça, donc il y a un plan, même si ça nous fait souffrir, et j'ai trouvé, ça m'a beaucoup marqué, il y a un plan qui va derrière tout ça, quoi. Même si on ne le voit pas, j'avais trouvé ça absolument magnifique. C'était une très belle histoire. Et donc, le fait d'écouter le cœur, c'est comme si quelque part le lien est toujours là. Mais moi, je l'avais compris aussi en se disant que, voilà, l'amour est immortel. L'amour, voilà, que la personne soit morte. Tout pas, c'est un lien immortel, quoi. Et c'était comme une façon imagée de le dire avec ce cœur qui vivait toujours dans le cœur, dans le corps de l'infirmière. Donc effectivement, c'est un très beau moment. Quelqu'un d'autre qui a envie de rebondir ou de partager quelque chose? Alors moi, j'ai été un peu à la place je reviens à l'Immaculée dans ma vie. Alors, pas dans des situations extrêmes, mais j'ai, on va dire, flirté avec la mort à un moment. Parce qu'en fait, quand j'attendais mes filles, mes jumelles, c'était une grossesse assez particulière, très difficile. J'ai été hospitalisée déjà au premier trimestre à 2 reprises. Et à 5 mois, j'ai été hospitalisée parce que j'étais en menace d'accouchement prématuré. Et donc, du coup, je suis restée en fait enfermée dans une chambre à l'hôpital, à la MFME, pendant, on va dire,
3 mois jusqu'à l'arrivée de mes filles. Et c'est vrai que avec du recul, je fais un parallèle avec son histoire parce que elle, bon, c'était des personnes qui l'attaquaient, mais moi, en fait, il fallait que j'arrive à pouvoir, parce qu'en fait, j'ai une, si vous voulez, j'ai eu du liquide amniotique qui s'écoulait, donc qui s'échappait, et donc je ne pouvais pas avoir de visite, sauf mon mari qui dormait avec moi et qui était accompagnant et mes parents qui pouvaient venir me voir, mais personne d'autre n'avait l'autorisation de rentrer dans ma chambre pour éviter qu'on me transmette de microbes, en fait, ce genre de choses. Et donc, cet épisode de ma vie a été particulièrement très difficile parce qu'en fait, je m'en voulais à moi-même. Je m'en voulais parce que je n'avais pas la force nécessaire. Enfin, à l'époque, je pensais que je n'avais pas la force nécessaire pour pouvoir mener à bien cette grossesse. Et pourtant, c'était une grossesse qui était attendue, désirée, voulue. Mais pendant toute cette période, j'étais dans une lutte. C'est-à-dire que chaque jour qui passait, pour moi, c'était une victoire, en fait. Et en fait, dans ce parcours, je voyais ça comme ça. Plus le temps passait, plus ça devenait une victoire. Parce qu'accoucher à 5 mois, ça n'aurait pas été l'idéal du tout pour mes filles, quoi. Les filles, elles faisaient, on avait estimé leur poids à environ 1 à 400 grammes et l'autre était à 500 grammes. Donc vraiment, c'était pas le moment pour baisser les bras. Et dans toute cette souffrance, parce qu'avec les contractions et tout ce qu'on peut endurer pendant la grossesse, parce que quand on est aussi à l'hôpital, on est exposé à la vue de tous, enfin, en tous les cas des sages-femmes, des docteurs. J'avais l'impression de m'abandonner, j'avais l'impression que mon corps était, comment expliquer, comme si, ouais, j'avais même l'impression que c'était un viol en fait, dans mon intimité, tellement que je n'étais pas préparée à cela. J'ai mal vécu cette situation parce que le fait que chaque jour venait faire des contrôles pour voir si le col ne bougeait pas, si j'avais toujours des contractions. En fait, j'avais l'impression d'être abandonnée à d'autres personnes, quoi. Je me suis détestée. À un moment, je me suis dit non, pas possible qu'une grossesse puisse te mettre dans cet état-là, quoi. Au final, c'est 2 êtres merveilleuses que j'ai données au monde et que j'ai pu avoir. Mais après, j'ai eu encore d'autres complications. J'ai failli perdre ma vie parce qu'en fait, j'ai fait ce qu'on appelle l'éclampsie. Ouais. Donc, à ce moment-là, je me rappelle encore le médecin qui annonce à mon mari qu'il ne faudrait peut-être pas compter sur moi. Ça a été, ah oui, non, mais c'était très grave parce qu'en fait, j'avais pris, en fait, tous mes organes ne fonctionnaient plus. J'avais de l'eau, j'ai pris 25 kilos d'eau parce que je n'avais plus, mes reins ne fonctionnaient pas, j'avais de l'eau dans mes poumons. Enfin, c'était vraiment, j'étais dans un état où les médecins ne croyaient plus en moi. Et ils disaient qu'on va essayer de sauver les enfants. Mais la maman, moi, dans mon... En tous les cas, comme je l'ai ressenti, j'avais l'impression que c'était sauver mes filles et moi, qu'on me laissait périr là. Donc, en fait, c'est vrai que cette partie de ma vie a été vraiment très difficile. Très difficile et heureusement, pour moi, je me suis mise à saigner des gencives, mais comme une hémorragie, mais personne ne comprenait en fait ce qui se passait. Je me suis mise à saigner. C'est qui a évité que je convulse. Et en fait, un médecin après, avec du recul, m'a dit, mais vous savez, madame, si vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez quand même quelqu'un là-haut qui vous a épaulé, parce que là, on ne vous attendait plus, quoi. On n'espérait plus rien de vous. Vous vous êtes mis à saigner, nous on ne comprenait pas. Et tout, mais en fait, c'est le surplus de sang que vous avez réussi à rejeter, en fait. Et vous imaginez ce flux de sang-là arriver à votre cerveau,
ça aurait pu, voilà, vous aurez pu nous lâcher à n'importe quel moment. Donc, mais moi, vraiment, dans mon intérieur, j'avais l'impression que personne, à part mon mari, ma famille, les parents qui me soutenaient, mais l'équipe médicale, j'avais l'impression que pour eux, c'était déjà fini, quoi. C'était déjà fini pour moi et que la priorité, c'était mes enfants. Donc, en fait, en quelque part, je me suis dit, pas que j'en voulais à mes enfants, mais que cette grossesse, oui, à un moment, je me suis dit un peu ça m'est venu à l'esprit, pourquoi ça m'arrive? Exactement. Si bien que quand finalement j'ai accouché, ça a été par césarienne, là encore, c'était encore une autre histoire, parce que césarienne, c'est quand même assez compliqué aussi. Quand on m'a, comme je m'évanouissais, je perdais connaissance, je revenais à moi. Et là, vraiment, moi, je me suis dit, ce jour-là, bon, Vanessa, je crois que tu vis tes derniers moments et que tu vas donner toute ta force, toute ton énergie pour pouvoir sauver tes filles. À la limite, voilà, je me suis dit, bon, tu donnes tout ce que tu as pour elles. Et puis, même si tu pars, mais au moins tu sauras qu'elles sont entre de bonnes mains, qu'il y a leur papa, il y a leur mamie, papy et tout. Mais enfin, pour moi, j'étais vraiment persuadée que j'allais partir. Que j'allais partir. Si bien que quand on a pris, parce que dans la césarienne, je me rappelle que je me suis réveillée quand on a sorti la première de mes filles. Je me suis réveillée et comment vous expliquer, tout de suite, je leur ai demandé où est ma fille, où est ma fille. On m'a dit, rassurez-vous, elle va bien, est partie avec elle. Hop, je me suis réévanouie. La deuxième, je n'ai pas senti. Mais aussi, ce fait, parce que les enfants, quand elles sont nées à 7 mois, donc il fallait, elles, leur procurer des soins. Mais aussi, dans mon côté, j'ai eu cette sensation qu'on m'enlevait une partie de moi, c'est-à-dire qu'on ne me les a même pas présentés, parce que j'étais tellement dans un état pas possible, qu'on les a pris et on est parti avec elles tout de suite. Je les ai vus que le lendemain. Et quand je les ai vus, à ce moment-là, je me suis dit, mais ce sont tes filles, ce sont mes filles. Un instant, je me suis dit, mais en fait, non, ce ne sont pas mes filles, quoi. Ce sont des bébés, mais ce ne sont pas mes filles. Et ça a duré peut-être une journée. Le lendemain, je suis allée les voir et on m'a fait le pour à peau. Et à ce moment-là, je me suis dit, ah mais oui, là, Vanessa, finalement, tu t'en es sortie et voilà, maintenant, il faudra que tu apprécies ce moment parce que tes filles sont là aussi, elles sont bien. Parce qu'elles sont restées que 3 jours sous couveuse, elles avaient que 7 mois. Elles sont bien et donc, cette expérience de ma vie vraiment a été, comment dire, assez extraordinaire. Parce qu'en fait, ça m'a permis de pouvoir comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc, est-ce que tu trouves que justement après tout ça, ton rapport à la vie a changé ou quelque chose s'est ouvert en toi en fait? Qu'il y a quelque chose de plus aimant qui s'est ouvert en toi, enfin? Alors, on va dire que c'est chez toi. Ouais, on va dire que c'est maintenant que je tire comment dire la positivité de cette expérience. Parce qu'en fait, quand j'ai eu mes filles, après je me suis dit bon, comme elles sont là, ta priorité ce sont tes enfants. Je me suis un peu, comment dire, abandonnée. Je n'avais presque plus goût à rien en fait, sauf qu'à m'occuper de mes filles. Les filles étaient devenues pour moi ma priorité, si bien que même faire le ménage, le repas, en fait, toutes les tâches quotidiennes de la vie c'était une montagne pour moi. C'était une montagne et je ne comprenais pas pourquoi j'étais dans cet état. Et c'est après en coaching, aussi, parce que je me suis fait suivre par un psychologue, c'est elle qui me dit, mais vous savez, vous avez flirté avec la mort, ce n'est pas rien. Donc, il faut vous donner le temps pour réapprendre à vous aimer, apprendre à accepter ce qui vous est arrivé, parce que c'est pas tout le monde, surtout que après,
peut-être ça a duré 2 mois. Hein. Après cette grossesse, quand je voyais des femmes enceintes, oh là là, ça me mettait dans une espèce de détresse. J'étais mal. J'étais mal au fond de moi-même. Je me suis dit, mais surtout qu'après moi, j'ai eu des connaissances qui ont eu des jumeaux aussi. Enfin, bref. Et je voyais qu'elles portaient bien leur grossesse et tout. Donc, ouais, là, c'est un travail d'amour et d'acceptation de ah, soi. oui. Hein. Ouais. Ouais. Pour accepter donc, que voilà. t'as pas réussi à avoir la grossesse que tu voulais. Après, même quand tu vois, c'est ça aussi l'ego. Hein. Même quand tes filles, alors que tes filles sont toujours vivantes, il y a toujours ce sentiment. C'est ça aussi, hein. À l'acceptation même, vous voyez, même quand tu as traversé tout ça, parfois ça reste encore difficile à accepter, parce que c'est une sacrée expérience aussi, hein. Donc c'est pour ça aussi le pardon et l'acceptation, Voilà, c'est ça. Ça demande du temps. Ça Et demande oui, du maintenant, temps. elles ont 5 ans. Elles auront 5 ans bientôt. Donc, 5 ans après, que j'arrive à prendre plus de recul et voilà, que je vois les choses différemment. Donc, effectivement, c'est par étapes et ça, voilà, c'est un processus en fait. Voilà, c'était mon témoignage. Oui, merci, Vanessa. Quelqu'un d'autre a envie de partager quelque chose? Moi, juste un truc, tout à l'heure, quand il a été donné l'exemple du pardon aussi au niveau professionnel, donc moi, je fais une situation avec une personne à mon travail qui n'est pas du tout évidente. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais pour moi, c'est dramatique. C'est même si elles en est, mais pour moi, c'est dramatique. Et en même temps, je dois rentrer dans cette acceptation que cette personne, elle ne changera pas. Cette personne a fait d'autres choix que les miens et que donc c'est normal que nous ne puissions pas collaborer comme j'aurais souhaité ou comme je pense qu'il aurait été souhaitable que nous puissions collaborer dans notre travail. Et puis, donc c'est clair que là, en entendant cet exemple-là, je me dis, il y a aussi une expérience du pardon, peut-être que je dois vivre pour aller de l'avant. Donc voilà, là, un bénéfice du confinement, c'est qu'on ne se voit pas, donc ça nous fait du bien, ça me fait du bien. Et quand on reprendra le travail sur site, je me dis, j'aurai à accueillir cette personne autrement. Et je vais donc profiter de ces quelques semaines pour me dire, mais voilà, entrer dans ce chemin du pardon et accepter que ce ne sera pas comme moi je l'aurais souhaité. Et voilà. C'est ça, tout à fait. Hein. Effectivement, c'est pas évident parce que ça demande de lâcher lâcher la vision que tu as pour votre relation ou en tout cas peut-être la vision du travail que tu avais, d'accepter que peut-être cette personne, elle ne va pas être comme tu aurais souhaité qu'elle soit, qu'elle ne va pas pouvoir répondre entre guillemets à tes attentes. Et puis peut-être aussi te demander, ça peut être intéressant aussi pour toi, c'est dans ces situations de conflit ou de désaccord que vous avez, comment ça te fait te sentir et pourquoi? Qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi? Parce que les conflits sont une source, on en avait parlé, sont une source extraordinaire pour prendre conscience de ce qui se passe en nous au niveau inconscient, au niveau égotique. Donc, voir qu'est-ce qui te fait mal dans cette situation. Voilà. Le fait que, est-ce que c'est parce que tu te sens pas respecté? Est-ce que c'est parce que tu as une vision, la personne t'empêche d'être efficace, donc ça renvoie, tu vois, est-ce que ça te renvoie à une blessure? Toi, tu dois être performant, tu dois être efficace, donc cette personne t'empêche d'être efficace parce que vous devez travailler ensemble et qu'en fait, voilà, tu vois, voir ce que ça renvoie chez toi. Et peut-être que c'est aussi faire ce travail d'acceptation chez toi par rapport à cette blessure que cette relation vient réveiller. Qu'est-ce que tu n'acceptes pas là? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Ce conflit que tu as avec cette personne vient réveiller une douleur. Et il y a peut-être un travail de pardon et d'acceptation à faire aussi par rapport à ça. Et donc, alors, c'est vrai alors, merci beaucoup pour tes questions. Et c'est vrai que quand j'en avais parlé à mon patron, la difficulté, c'est que c'est un collègue qui a le même prénom que mon ex-mari. Donc, mon patron, c'était que je faisais... comment dirais-je, je transférais, mais bon, je pense que c'est vraiment au-delà de ça. Il y a une question de projection aussi. Mais je pense qu'au début, il y a aussi une projection du fait que le pauvre, il a le même prénom que mon ex-mari, donc ça tombe pas mal quoi pour lui.
Donc, il y a encore du travail à faire sur la relation Alex-Marie. Ah, ben oui, il y a encore du travail, il y a encore des choses à guérir par rapport à la relation à ton ex-mari, manifestement. Vous voyez comment la vie, elle est intelligente? Elle a mis quelqu'un avec le bon prénom pour lui mettre sous le nez, avec le travail n'est pas encore fait. Voilà. Merci beaucoup, Bélie. Donc, c'est ça. Oui, Fanny, tu veux partager quelque chose? Oui, c'était par rapport, tu demandais au début ce qui nous a ce qui nous a marqué dans le documentaire. Alors moi, j'ai pas vu tout le documentaire, donc j'ai pas vu la partie sur le Rwanda. Mais au tout début, il y a une expérience qu'ils font avec des images joyeuses ou des images tristes. Et ce qui m'a impressionné, c'est que avant même de voir l'image, a priori, le cœur sait déjà si ça va être une image difficile ou une belle image. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal questionné, quoi. Donc, d'où le pouvoir potentiel de l'intuition, je suppose, parce que c'est l'intuition du cœur. Donc, ça, voilà, c'est un peu mystérieux quand même pour moi. J'ai du mal à le croire, mais voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Ben oui, c'est vrai que l'intuition a ce truc, parce que l'intuition n'est pas limitée, ils l'ont dit, hein, l'intuition n'est pas limitée par le temps et par l'espace. Et c'est même quelque chose qui voit au-delà de ce que notre mental peut voir, au-delà de ce que notre mental rationnel peut voir, ce qui fait que l'intuition peut capter des informations alors même qu'elles ne sont pas encore arrivées. C'est assez extraordinaire. Donc, je regarde dans ma propre expérience, quand j'avais commencé avec l'intuition au tout début, donc c'était le premier training que j'avais fait en intuition. C'était un training sur 8 mois. Et à la fin du training, on devait, comme ça parlait beaucoup aussi d'intuition, de créativité, on devait faire ce qu'on appelle faire une petite performance. Mais ça devait être intuitif, c'est-à-dire qu'on devait faire quelque chose devant le groupe, mais quelque chose qui serait totalement intuitif, c'est-à-dire qui viendrait de notre intuition. Donc, on utilisait notre intuition pour savoir ce qu'on allait dire. Donc, il y a des gens qui ont fait de la danse, du chant, peu importe, mais l'essentiel, c'était que ce devait être quelque chose, une expression de notre cœur et quelque chose qu'on devait créer, quelque chose devait venir de notre intuition. Donc, moi, comme tout le monde, on a fait les exercices et en fait, donc l'intuition parle beaucoup, ça dépend des gens. Pour moi, elle parle beaucoup avec des images. C'est généralement la majorité des gens. Mais après, ça peut être des sensations, des mots que les gens entendent. Mais majoritairement, les gens, c'est des images. Et donc, l'image que j'avais reçue, quand je m'étais connectée à mon intuition pour dire, OK, c'est quoi la performance que je vais faire? Dis-moi, c'est quoi la performance? J'avais vu une image. Et l'image que j'avais vue, c'était, je voyais les jambes d'une femme avec un éventail en plumes qui cachait tout le haut. C'est-à-dire que je voyais les jambes. Dans l'image que je voyais les jambes avec des talons sexy, puis un éventail de plumes énorme qui cachait tout le haut. Donc, je ne voyais que les jambes et l'éventail de plumes. Donc, j'avais eu ça. Et intuitivement, ce qui m'était venu, c'est, ah, OK, donc, il faut que j'aille voir pour avoir mon intuition, pour savoir ce que c'est, pour avoir plus de détails, eh ben, il faut que j'aille voir un spectacle. Donc, ça m'était venu intuitivement, c'est un spectacle en fait. Ça représente un spectacle, il faut que j'aille voir un spectacle, ça va me donner des idées sur quoi faire. Mais donc, et j'avais commencé à regarder partout sur Internet, je cherchais des spectacles, mais je ne trouvais rien qui résonnait. Et à l'époque, j'étais à Londres. Un jour, je descendais, comment s'appelle cette rue? J'oublie, mais c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue qui mène à Leicester Square, pour les gens qui connaissent à Londres. Et donc, je descendais là, et en fait, je descends cette rue, et mon intuition, je sens un truc qui dit, va voir à Leicester Square. Et donc, comme à l'époque, je n'ai pas fait attention parce que je cherchais un truc particulier, je savais que ça n'était pas à Leicester Square. Donc, je continuais. Et en remontant la rue, j'ai encore ce truc qui dit, va par là, va voir sur Leicester Square. Et donc, je finis par dire, OK, j'ai compris, donc je vais voir. Et je suis attirée par un petit stand, parce que sur Leicester Square, il y a des petits stands avec plein de feuillets, de flyers, de comédies musicales. Et donc, je vais là, et je suis automatiquement attirée par un flyer. C'est quasiment l'image que j'avais vue, sauf que la femme, au lieu d'être de face, elle était de dos. Mais c'était pareil, c'était les plumes, les jambes sexy, c'était la même image. Donc, j'ai su instantanément que c'était ça qu'il fallait que j'aille voir. Vous voyez, donc l'intuition, parfois notre intuition capte des choses. Et en fait, c'est un spectacle de burlesque.
À l'époque, je ne savais pas ce qu'était le burlesque, j'avais jamais entendu parler de burlesque, mais mon intuition a capté, tu vas faire un truc sur le burlesque. Et donc, je suis allée voir, quand je suis allée voir le spectacle, mon Dieu, mais j'attends un truc de fou, c'était une espèce de révélation. J'étais excitée, en plus, je suis allée voir avec mon ex à l'époque, il a commencé à avoir peur, il m'a dit, Peggy, comme il voyait que je m'excitais et tout, j'adorais le burlesque, je me dis, Peggy, tu vas pas faire de show de burlesque quand même. Parce qu'il sait quand je m'excite pour de la danse, je vais prendre des cours et ça finit par faire des shows. J'avais fait ça avec la samba et avec bon bref. Donc il a commencé à avoir peur. Mais tout ça pour dire que je suis allée voir le spectacle. Effectivement, j'ai pris des cours de burlesque et ça a commencé comme ça. J'ai fait un spectacle qui a mélangé de la samba et du burlesque. Voilà, donc c'est pour dire que l'intuition capte des choses qui sont au-delà de ce que l'on connaît et c'est pareil, tu vois, pour la naturopathie. Mon intuition, quand j'ai commencé à me connecter, qu'est-ce que je voudrais faire comme mission de vie à un moment, je n'ai pas eu le mot tout de suite naturopathie. Ce qui est venu, c'est tu dois te connecter, ce serait bien que tu reprennes des études, mais qui ont un rapport avec la santé. Et pareil, Google, je cherche partout, je trouve rien, pas de choses qui m'attirent du tout, puisque je trouve que des choses infirmières, paramédicales, en fait que des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Et en étant coachée, je travaille avec ma coach et en parlant, je dis le mot naturopathie, alors que j'ai jamais vu, je sais pas d'où naturopathie sort, je sais pas, j'ai capté le mot naturopathie. Et donc j'ai dit naturopathie et après avoir raccroché justement, quand on a fini l'appel de coaching, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai dit un mot en naturopathie, je sais même pas ce que ça veut dire, quoi. Donc je Google et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai acheté des bouquins et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc notre intuition, elle capte des choses et elle voit des choses que nous, mentalement, on ne peut pas voir. Alors après, les experts, elles vont dire, peut-être que j'avais vu le mot naturopathie marqué quelque part, ça s'est inscrit dans mon inconscient et puis c'est ressorti à ce moment-là, peut-être. Mais en tout cas, l'intuition avait capté ça, quoi. Vous voyez? D'ailleurs, même quand je fais les lectures intuitives aux gens, je capte des choses. Alors en fait, je ne connais pas les personnes. Je prétends pas être 100% juste, hein, mais je vais capter des choses qui sont vraies sur la personne. Et d'où est-ce que je les reçois, ces trucs? D'où est-ce que l'intuition capte ça? C'est bien que c'est au-delà de ce que mentalement, moi, je peux appréhender avec mon mental. Donc, c'est une connexion qui est bien au-delà de ce que notre mental. Donc, c'est pas étonnant que des fois, l'intuition arrive même à voir des choses en avance. Ça m'est même arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois de voir les choses en avance. Avec l'intuition, l'intuition m'a dit, tu vas rencontrer quelqu'un, et en fait, tu verras, tu la reconnais pas quand tu la verras. Et effectivement, un mois, jour pour jour après, tac, j'ai rencontré la personne. Donc non, donc ça m'est arrivé aussi quelques fois. Mais c'est vrai que donc je pourrais demander aux voyantes comment elles fonctionnent. C'est pas une forme d'intuition, je suis pas voyante, moi, je vois pas l'avenir. Mais effectivement, l'intuition a cette capacité à capter au-delà de ce que notre mental, parce que notre mental, il fonctionne par des filtres, il a une vision très, très étroite de la réalité. Et l'intuition, c'est j'ouvre quoi, et je vais voir plus loin. Je veux voir au-delà de ce que mon mental peut voir. Donc, oui. Et j'ai adoré ce lien qui fait entre l'intuition et notre cœur. Voilà, c'est ça. L'intuition est liée à notre corps. Même c'est notre âme qui nous parle, c'est le divin qui nous parle, cette partie divine de nous qui nous parle et qui nous guide aussi. Et ça, effectivement, c'est mon expérience de l'intuition. En fait, quand je dis qu'on est guidé, tout le monde, je crois vraiment que tout le monde est guidé par le divin. Ça peut être, si on croit en âme, on l'appelle âme, enfin, on met le mot qu'on veut dessus, mais il y a quelque chose qui est au-delà de notre mental, de notre ego, qui nous guide au quotidien. C'est juste qu'on ne sait pas toujours comment écouter. Et on ne sait pas comment nous y référer. C'est-à-dire qu'on entend, hein, parfois. On entend. Et je pense que c'est c'est un des drames de notre société, c'est de nous avoir rendus tellement occupés, tellement à courir partout, qu'on n'a pas ces moments de calme où on peut écouter. Parce qu'on n'entend pas l'intuition quand on court partout, et que, enfin, c'est plus grave. En fait, c'est beaucoup plus difficile quand on court partout, qu'on est stressé, qu'on a des tonnes de travail, etc. En général, on n'entend pas son intuition. C'est beaucoup plus difficile. Il faut être un moment au calme, faut faire le calme et prendre ce temps pour écouter. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent, oui, j'ai reçu une intuition sur la douche, c'est top, mais c'est bien d'avoir une pratique de connexion à soi, quoi, pour pouvoir prendre l'habitude d'écouter son intuition. Et après, il y a des protocoles, hein.
dans le programme que je vais lancer, justement, je vous apprends un protocole et au bout d'un mois, vous saurez vous connecter à votre intuition, à la demande. Et c'est ça que je trouve qui est magique, c'est de pas juste être que du côté, on reçoit sans, on peut demander à y avoir une réponse. La réponse n'est pas toujours celle qu'on attend, mais on peut interroger son intuition petit à petit. Après, il y a un truc, c'est que ce qu'il faut savoir aussi sur l'intuition, c'est qu'elle ne nous donne pas toujours. L'intuition, c'est notre meilleure amie et elle nous donne ce qu'il est bon pour nous de savoir maintenant. Parce que l'intuition, elle est maintenant, voilà, c'est ce qu'il est bon pour toi de savoir maintenant. Parce que j'ai essayé d'utiliser mon intuition pour deviner les chiffres du loto. Ça marche pas. Donc, si ton âme, elle en a rien à faire que tu gagnes au loto en ce moment, ah ben, tu peux toujours essayer de deviner avec ton intuition. Les chiffres du loto, ça fonctionne pas. Donc, c'est ce qu'il est vrai pour nous. Voilà, ce qu'il est dans notre intérêt maintenant. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai jamais réussi à deviner les chiffres du loto ou à tirer les petites cartes, des jeux de grattage. Avec mon intuition, ça n'a jamais marché. Je vais pas gagner d'argent avec. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qu'il est vrai pour nous maintenant. Et c'est ça. Donc, voilà, en tout cas, c'est mon expérience de l'intuition. Oui, Peggy. Oui. Oui, concernant l'intuition pour le loto. Moi, je peux prendre un témoignage. Bon, ça fait quoi? Plus de 10 ans, je pense. Et j'avais pas l'habitude de jouer au quintet. Et un matin, je me réveille, je dis, tiens, il faut que je joue au quintet parce que j'ai rêvé de tel numéro. Mais je me suis dit, moi, c'est pas mon truc. Donc, à l'époque, on était en francs. Donc, je joue 10 francs et je gagne 500 francs. Mais avec les numéros que j'avais rêvé, c'était le quintet dans le désordre. Et donc, je rencontre un homme qui a l'habitude de jouer au tiercé. Alors, je lui dis, mais tonton, tu sais, j'ai gagné au tiercé, au quintet, et j'ai gagné 500 francs. Il m'a dit, mais oui. Je dis, ouais, mais j'ai joué 10 francs. Il me dit, mais pourquoi tu n'as pas joué plus? Je lui ai dit, mais ben, je ne savais pas trop, et puis je ne pensais pas que j'aurais gagné, que c'était vrai. Et là, il me dit, mais déjà, tu as gagné 500 francs sur 10 francs. C'est déjà une bonne chose. Et pourquoi tu n'as pas joué plus? Donc, derrière, il y a cette notion d'intuition, mais en même temps, une intuition qu'on ne fait pas forcément confiance, en fait. Donc, après, comment appréhender cette notion d'intuition, que ce soit la bonne chose ou pas. Donc, je pense que l'intuition, ce n'est pas non plus quelque chose de facile à vivre, ou des fois, quand je reprends mon expérience professionnelle où 5 ans avant, j'avais déjà une vision. Et en même temps, je me suis dit, bon, ben, est-ce qu'il fallait mieux appréhender cette chose, mieux sensibiliser mes supérieurs à ça, je ne sais pas. Et c'est là aussi des fois, je pense que des fois, quand on a une intuition, et peut-être des années ou des mois, ça arrive, je pense que ça aussi, on n'arrive pas à se pardonner. C'est mon cas, je n'arrive pas à me pardonner facilement. Alors, attends, parce que dans ce que tu dis, il y a deux questions, donc, enfin, il y a deux éléments. Donc, concernant l'intuition, de toute façon, après, on reçoit nos intuitions, mais c'est vrai que c'est difficile de parfois suivre ce que notre intuition nous dit, ça s'apprend. Donc, c'est un travail je crois que c'est un travail d'oser aussi, hein. C'est ça, c'est avoir le courage d'oser suivre ce que notre intuition nous dit, parce que moi, par exemple, il y a eu des choses où mon intuition m'a dit d'aller, je ne suis pas allée. Donc, je ne veux pas dire que tout ce que je fais, c'est parfait et que je suis toujours mes intuitions, mais globalement, majoritairement, je les suis avec un décalage, parce qu'il faut, ça demande ça demande du courage, donc on n'y se jette pas tout de suite, mais donc des fois, alors peut-être qu'avant, j'aurais mis 3 mois, 4 mois, 6 mois avant d'essayer, maintenant, à force, je vais un petit peu plus rapidement, mais ben, il faut voir aussi qu'on a des résistances. Parfois, ce que nous dit de faire notre intuition, ben, ça nous fait peur, donc forcément, il va y avoir des résistances et on va pas nécessairement suivre ce que nous dit notre intuition. Et puis, il faut dire aussi que on n'est pas habitué à écouter des choses qui ne sont pas rationnelles et prouvées. Oui, ça c'est vrai. Rationnelles et prouvées. Quand quelque chose vient de nulle part et vous dit fais ça, et vous ne comprenez pas nécessairement exactement pourquoi il faut le faire ou d'où ça vient, voilà, si ce n'est pas démontré scientifiquement, ben, ça n'a pas de valeur. Donc, ça nous encourage pas à y prêter plus de valeur, en fait. Et c'est ça. Surtout si on a une déformation professionnelle où tout est rationnel. Mais oui. Et l'intuition,
souvent n'est absolument pas, majoritairement n'est pas rationnel du tout, quoi. Donc, parce qu'enfin, en tout cas, pas rationnel d'un point de vue de notre logique à nous, quoi. Puisque l'intuition déjà vit dans le moment présent, notre rationalité, elle est souvent basée sur notre passé. Donc, ce que nous, on prétend, quand on dit qu'on est rationnel, en fait, c'est qu'on est rationnel en se basant sur nos expériences du passé. Donc, en fait, on est juste en train de projeter notre compréhension du passé sur le présent en disant que c'est rationnel. Mais c'est vrai que l'intuition, parfois, se base sur... Enfin, quand on nous donne un truc, ça se base sur absolument rien. Quand le mot naturopathie est venu intuitivement et que j'ai commencé à lire des livres et tout, donc j'y suis allée, j'ai acheté des livres sur la naturopathie et donc mon intuition m'a dit effectivement, faut faire les études de naturopathie. Donc quand j'ai dit à mon ex, ben je vais faire des études de naturopathie, il m'a dit comment ça tu vas faire des études de naturopathie. Je suis passée en 3 mois de je connais rien de la naturopathie, j'en ai jamais entendu parler, je vais m'inscrire à une formation de naturopathie qui coûte 11 000 €. Mon ex a fait quoi? Pardon? Pas que tu devais y réfléchir un petit peu plus avant? Quand même, hein, il y a 3 mois, tu ne sais pas ce que c'était, hein, à l'époque. Donc, vous voyez, c'était pas du tout rationnel, logique, raisonnable. Mais quand c'est vrai, quoi. Et c'est ça, et des fois, il faut oser. Et après, je dis même j'ai hésité entre, j'ai eu mes doutes aussi. Je me suis fait coacher pour comprendre d'où venaient mes doutes, d'où venaient mes peurs par rapport au fait de me lancer, hein, parce que même si je sentais que c'était vrai, on a encore de résistance. Ma résistance, elle s'était, par exemple, formalisée sous le fait que j'hésitais entre 2 écoles de naturopathie. Donc, il a fallu que je me décide. Donc, intuitivement, j'ai demandé à mon intuition, ok, c'est laquelle? Et l'intuition m'a dit, c'est celle-là. Donc, j'ai choisi celle que mon intuition m'a dit. Mais c'était la plus chère, c'était la plus sérieuse, la plus chère et celle qui était la plus engageante, en fait. Donc, c'est ça, parce que des fois, l'intuition nous dit de faire les choses, mais on essaie de le faire un peu en dilettante, on y va, alors que l'intuition nous dit non, il n'y a pas de dilettante, tu sautes et puis c'est tout, quoi. Donc, c'est ça qui est aussi difficile. Donc, et le changement professionnel, parfois, c'est ça. Parfois, c'est beaucoup plus doux. Il ne faut pas croire qu'on doit sauter dans le vide à chaque fois avec notre intuition. Pas toujours, ça dépend des situations et des personnes. Donc, moi, j'ai dû un petit peu sauter dans le vide en ayant vraiment très peu très peu de choses sur lesquelles me raccrocher. Et puis, voilà, donc j'ai absolument pas regretté. Après, je sais pas, moi, 3 semaines à commencer les études, mais c'était clair que c'était ça, quoi. J'ai eu 0 doute. Tout de suite, ça avait du sens, quoi. Mais parfois, sur le moment, c'est pas logique, c'est pas rationnel, c'est pas raisonnable. Et les gens nous disent que c'est pas la chose à faire, quoi. Encore un exemple très commun. Mais à des moments où, quand j'ai commencé à écrire, je prenais beaucoup de temps pour écrire. Ma logique, je prenais beaucoup de temps pour écrire mon bouquin et tout. Ma logique, ma raison devrait dire, au lieu de passer tout ça de temps à écrire un bouquin, peut-être tu devrais aller, je sais pas moi, chercher des moyens de gagner de l'argent, quoi, parce que tu gagnes pas beaucoup de choses comme argent, tu devrais aller développer ton activité et tout, au lieu de passer autant de temps à écrire un bouquin, tu sais même pas s'il va être bon, tu sais même pas si tu vas le vendre en plus. Et pouvoir. Mais c'est quoi ma vérité maintenant? Et ça, je pense que c'est une question qu'on ne se pose pas assez. C'est pas qu'est-ce qui est rationnel maintenant, c'est quoi ma vérité maintenant? Qu'est-ce qu'il est vrai pour moi de faire? Il y a plein d'exemples comme ça. Hein. J'aime bien l'histoire de J.K. Rowling, celle qui a écrit Harry Potter. Elle était dans une situation très très difficile financièrement au moment où elle a écrit Harry Potter. Et donc, il y a plein de gens à sa place qui auraient dit, tu sais quoi, c'est peut-être pas le moment d'écrire Harry Potter, c'est peut-être le moment d'aller chercher un job et gagner de l'argent, quoi. Et même moi aussi, à un moment, j'ai dû faire un choix. Est-ce que je maintiens mon job en banque d'investissement, un job bien payé, ou est-ce que je me mets dans la naturopathie? Parce que en fait, quand j'ai commencé, j'étais à moitié, je travaillais 2 jours, c'est ça, lundi, mardi, non, 3 jours. Non, je travaillais 3 jours, lundi, mardi, mercredi. J'ai étudié 2 jours, jeudi, vendredi. Mais ça a pris telle ampleur qu'à un moment, mon lecture m'a dit, lâche ton job, 100%, mets-toi à 100% dans les études. Donc après, il faut dire aussi que j'avais des économies, je savais que je pouvais tenir un an sans travailler. Hein. C'était pas non plus me tirer une balle dans la tête, quoi. Et puis, mais quand même, il y a cette raison de se dire, je lâche quand même.
un salaire qui rentre tous les mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je sais combien d'argent j'ai sur mon compte, j'ai fait mes petits calculs, je sais combien d'argent je peux tenir, mais il y a ce truc de se dire, je vais lâcher une source de revenus pour pouvoir faire des études de naturopathie. Et en plus, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais pourquoi tu as lâché un job en banque d'investissement où tu gagnes avec le thème de ta vie, pourquoi de la naturopathie, quoi? La naturopathie, c'est quoi? C'est 1500 euros par mois, 1000, 1500 euros, ça dépend. Quand tu commences, peut-être même pas. Donc non, mais après, il y a, au-delà de l'argent, il y a ce qu'il est vrai pour nous de faire maintenant, quoi. Après, comme je dis, je veux vraiment pas que vous pensiez qu'il faut absolument tout plaquer pour suivre ses rêves, comme on entend, on peut faire n'importe quoi et tout. Non, juste être avec sa vérité. Notre édition, elle va nous guider. Si elle vous dit de laisser tomber le job, vous laissez tomber le job. Elle va peut-être vous dire de passer à temps partiel ou de continuer comme ça et d'étudier les voies. Et vous voyez, quelle que soit votre vérité, c'est ça. C'est quelle est ma vérité maintenant. Et c'est ça. Et pour certaines personnes, c'est se faire un gros saut dans le vide. Et puis pour d'autres, c'est des petits pas. Juste des petits pas, ça dépend. Mais c'est ça l'intuition, c'est quelle est ma vérité maintenant. Et c'est ça. Et donc, je vais avec ma vérité du moment. Même si elle n'est pas toujours, même si c'est pas toujours évident. Est-ce que vous avez quelque chose à partager? Vous voulez rebondir sur cette notion d'intuition? Non? Bon. Ben, il est déjà 19h39. Donc, on va doucement s'arrêter ici. Je vais juste faire une dernière annonce concernant justement le programme que je lance. Donc, il me reste 3 places, peut-être 2. Il y a peut-être quelqu'un qui m'a dit qu'il va arriver à voir, si la personne confirme ou pas. Mais il me reste 3 places pour un programme Renaître que je lance qui commence le 13. Donc, c'est tous les dimanches pendant 6 semaines, dimanche après-midi. Et donc, c'est un programme, si vous voulez, je peux vous envoyer les informations, le lien. Le lien, en fait, c'est peggyebring.com/renaître. Je vous le mettrai dans le chat. Et en fait, vous verrez, c'est un programme en 4 parties. La première partie, c'est intuition. Ça vous donne des bases pour vous apprendre à vous connecter à votre intuition. La deuxième partie, on va fouiller votre ego. Quelles sont ses attentes? Quelles sont vos stratégies de sabotage? On va fouiller votre ego. Donc, on va être du côté de la peur, entre guillemets. Et après, à partir du 3e module, on va commencer à basculer sur l'amour. Comment apprendre à s'aimer, l'acceptation, le pardon. Et on va finir le module 4 avec la mission de vie. Donc, vous verrez, je vous ferai, tout ça vous prépare en fait à une méditation qui s'appelle la méditation de la terre d'abondance, qui est quelque chose où vous allez voir intuitivement les choses que votre cœur est venu créer sur cette terre. Et donc, ça s'appelle la méditation de la terre d'abondance. Donc, et donc, de là, vous allez avoir une vision concrète, une vision réelle de votre mission de vie. Et donc, le programme est fait pour vous amener à avoir cette vision pour que vous ayez que j'appelle des choix clairs. Parce que de cette méditation, on va tirer ce que j'appelle des choix. Pourquoi on les appelle des choix? Parce que ce sont des choses qu'on choisit de créer. On les reçoit, mais après, on est libre ou pas de ne pas les créer. Et donc, parce que vous voyez, notre vie est le résultat des choix que l'on a fait. Des choix et des décisions. Et la grosse majorité des gens ont des choix qui sont majoritairement dictés par la peur. Et donc maintenant, c'est comment faire des choix qui soient guidés par l'amour. Et des choix guidés par l'amour, notamment, c'est des choix qui sont en lien avec notre mission de vie, notre cœur. Et qui sont dénués de cette empreinte égotique, cette empreinte de peur. Et donc, faire des choix. Vous voyez, faire le choix de faire des études de naturopathie, ça, c'était un choix de cœur, un choix qui venait de l'amour, un choix qui venait de ma mission de vie. D'ailleurs, c'est un choix aussi qui... est-ce que c'était un choix qui venait de ma terre? Non, c'était pas un choix qui venait de ma terre d'abondance, mais ça a découlé d'un travail que j'avais fait avec la terre d'abondance. Mais c'est ça, c'est comment faire des choix, identifier des choix qui sont authentiques pour nous et avoir des objectifs qui soient, des objectifs. C'est pas que des objectifs, parce que parfois on a des choses très concrètes. Hein. Vous regardez, je suis dans ma terre d'abondance en ce moment. Comme les choix, j'ai un choix d'écrire un livre, j'ai un choix de
de créer un scénario, donc ce sont des choses très concrètes, mais j'ai aussi des choix qui sont beaucoup plus moins, enfin qui sont pas en termes d'objectifs, qui sont de rayonner de l'amour, ouais, en ces termes-là. Donc parfois ce sont des choses très concrètes, très précises, et puis deux fois c'est juste un état d'être, etc. que l'on veut atteindre. Mais tout ça, c'est quand on commence à mettre son focus, son attention sur des choses qui sont essentielles pour nous, c'est comme ça que notre vie commence à changer. Donc, vous aurez les moyens de voir quelles sont vos résistances, de voir vos choix, mais de voir aussi quelles sont vos résistances à créer vos choix pour comprendre ce qui vous empêche de passer à l'action dans la création de ces choix. Donc voilà, c'est ça le programme, ça s'appelle Renaître, découvrir et réaliser sa mission de vie. Donc je vous mets le lien, attendez, il faut que j'aille vous trouver le lien. J'aille vous trouver le lien. Si vous voulez regarder, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi. Voilà, donc je vous l'ai mis dans le chat. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à vendredi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon numéro, je vous mets il y a mon numéro dans le chat. Vous l'avez reçu, vous? Moi, je ne l'ai pas reçu. Ah mon Dieu, c'est passé en privé. Ah, désolé. D'accord. Ok. Je le recommence parce que je n'avais pas vu que j'avais envoyé qu'à une seule personne. C'était pas envoyé à tout le monde. Voilà. Ok, c'est normalement, là, tout le monde là. Super, merci Frédéric Anne. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous m'appelez et puis je répondrai avec plaisir. Bon ben voilà. Bon ben, est-ce que vous avez des questions ou on clôture ici ce petit meeting? Ah bien, tu veux dire quelque chose? Je vois que tu t'approches de l'écran avec le Non, je veux rien dire. Je me rapprochais parce que je voulais voir quelque chose, mais c'est tout. D'accord. Ok. Merci. Okay. Ah oui, juste une chose. Oui, juste une... comme quoi, tu avais la bonne intuition. Voilà, tu as eu la bonne intuition, Peggy. Non, je voulais dire une chose. Tu as parlé de choix guidés par l'amour, de choix guidés par la peur. En fait, ce sont les deux moteurs. Juste par rapport à l'amour, parce que c'était aussi c'est le sujet finalement qu'on a développé. Oui, c'est vrai que je pense que on a intégré, même sans se rendre compte, que l'amour se mérite ou pas. Et ça aussi, c'est dans le processus de pardon, d'acceptation et le travail sur soi. Ça, c'est une expérience aussi, c'est-à-dire, c'est plus si l'amour se mérite ou ne se mérite pas. L'amour est une expérience. Et il n'y a pas de critères de méritocratie. Enfin, ce que j'ai découvert, moi, c'est que l'amour est à lui-même, et je prends une expression que j'ai entendue à l'époque qui m'a beaucoup interpellé à ce moment-là. L'amour est à lui-même sa propre récompense. Et ça, entre l'entendre, le comprendre intellectuellement et le vivre à partir du cœur, parce que nous, on a, malgré nous, il n'y a pas à se faire de reproches, on est comme ça, et c'est peut-être une question d'éducation, etc. L'amour, c'est quelque chose qui se mérite ou qui ne se mérite pas. Donc, tant que j'ai des raisons de mériter l'amour, je m'aime, ou bien je peux aimer quelqu'un tant que je considère que la personne a des raisons d'être aimée. Et en fait, ce qui est quand même troublant dans l'expérience d'Immaculée, c'est quand elle va rencontrer le meurtrier, c'est pas rien, de ses parents, je crois, ou de son cousin, je ne sais plus. Oui, c'était son père, il me semble. Hein. À ce moment, lui, aucune raison d'être ni pardonné, ni d'être aimé. Et c'est là où il y a quelque chose, je vais oser le mot, il y a une folie dans cet amour-là. C'est fou. C'est pas rationnel. C'est loin de nos catégories. C'est pas comment, et c'est ça qui a été, pour les autres, je peux comprendre autour d'elle, déstabilisant. Comment tu peux aller pardonner quelqu'un, entre guillemets, lui redonner de l'amour, ou en tout cas l'aimer de nouveau comme un être humain, alors qu'en fait il t'a vu
des gens que tu aimes. Bon, voilà, pour moi, c'est dingue. Cet amour-là, c'est forcément un amour qui nous dépasse. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est forcément un amour qui dépasse notre entendement et nos catégories mentales. Merci en tout cas pour ce partage. Merci, Abner. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose, moi je crois que c'est quelque chose vers quoi on tend. Hein. On n'est pas tous capables de faire l'amour tout de suite. Mais je crois que c'est quelque chose vers quoi on tend. Hein. Et puis, en tout cas, je crois qu'on a tous potentiellement cette capacité. Quoi. On a tous ce potentiel. Est-ce qu'on le réalise dans cette vie-là? Oui, qu'il faut plusieurs vies pour la réaliser, je ne sais pas. Mais je crois qu'on a tous ce potentiel en nous parce que notre essence est amour. Notre essence, elle sait faire ça, quoi. Je crois que notre essence, naturellement, elle fait ça puisqu'elle est amour. Après, de là à laisser ça nous imprégner, à ce que l'ego est tellement diminué pour que cet amour il s'exprime plus naturellement, c'est ça, c'est le travail, quoi. Donc, mais je crois qu'on a tous cette capacité, on a tous ce potentiel, même si, et puis, même, il y a des gens, je me souviens avoir vu cette femme qui, au procès de l'assassin de son fils. C'est un petit jeune aux États-Unis et c'est une femme normale, quoi. C'était une femme normale et elle avait pardonné à l'assassin de son fils parce qu'alors qu'il avait tué son enfant, quoi. Donc c'est pareil. Donc il y a plein d'exemples autour, enfin peut-être pas autour de nous tout de suite, mais en tout cas dans ce monde qu'on peut trouver sur Internet de personnes qui ont fait preuve d'une capacité à pardonner, une capacité d'amour qui dépasse notre entendement ou ce que notre ego peut comprendre du pardon. Et je crois que c'est ce qui est magique avec l'amour. Et c'est pour moi ça, la plus grande puissance de l'amour. C'est ça. C'est ça la puissance de l'amour. C'est ça la vraie liberté. La vraie liberté, c'est d'être amour. La vraie liberté, elle vient quand on est amour, on arrive à aimer inconditionnellement. Parce que quand on arrive à aimer inconditionnellement les gens qui vous ont fait du mal, les gens qui ont tué vos enfants, ça veut dire on est libre, immaculé. Vous voyez la liberté qu'elle a ressentie quand elle était dans cette salle de bain. Elle dit que c'est comme si les murs avaient disparu, elle sentait plus de mauvais alias de liberté. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie puissance. On est tous à courir, enfin tous, pas tous, mais majoritairement les gens courent après. Notre ego, en tout cas, a besoin d'être puissant, il a besoin de se sentir libre. Mais la vraie liberté, c'est la liberté de l'amour. C'est ça. C'est ce vers quoi on tend, c'est avoir cette liberté qui fait qu'on peut, quand on est connecté à cette qualité d'amour, on est, même dans 2 mètres carrés, on est libre, quoi. Même dans 2 mètres carrés, on est libre. Les gens peuvent nous blesser, Les gens peuvent faire des choses qui sont atroces et on arrive à pardonner, à être léger, à vivre et à être heureux, léger, vivre léger et continuer à servir. Et c'est ça. Vous voyez, quand elle dit qu'elle est sortie de ça, après les 3 mois qu'elle est sortie de la salle de bain, elle dit qu'elle faisait quoi? 35 kilos, elle était toute maigre, mais elle se sentait forte, elle avait envie de servir, de partager. C'est ça l'amour, c'est ça la puissance de l'amour. C'est cette puissance que je trouve absolument extraordinaire. Quand on est connecté à cet amour dans notre cœur, ça, pour moi, c'est la vraie puissance. C'est pas la puissance qui est donnée par l'argent, tout ça, c'est une puissance illusoire. Je dis pas qu'avec, quand on a beaucoup d'argent, on a un certain pouvoir, mais c'est pas le vrai pouvoir, parce que c'est pas encore un pouvoir voilà, quand on, avec l'argent, quand on utilise tout son argent ou sa position pour pouvoir, pour pouvoir manipuler, exploiter les autres, ça, c'est pas vraiment de la puissance, c'est pas du pouvoir, quoi. C'est plus de la peur que de l'amour. Pour moi, la vraie liberté et la vraie puissance, elle est dans l'amour. Après, pour y accéder, il y a du travail. Sauf si vous êtes touché par cette grâce divine qui fait que, voilà, vous avez, peut-être que, ce que je ne sais pas, alors j'aimerais bien rencontrer des gens, je ne sais pas si c'est possible, des gens qui ont reçu cette grâce divine alors qu'ils n'étaient pas entre guillemets dans leur salle de bain. Est-ce que c'est possible de recevoir cette grâce divine sans avoir vécu des choses horribles? Moi, j'ai rencontré un gars qui, lui, a été touché par cette grâce divine. J'avais fait un séminaire avec lui et il a été touché par cette grâce divine au moment où il allait se suicider. C'est-à-dire qu'il était tout jeune, dans la vingtaine. C'était un trafiquant de drogue et sa vie était un bordel, pas possible. Il avait décidé de se suicider. Et au moment où il avait pris son arme et qu'il avait mis sous son menton, il a dit qu'il a ressenti et qu'il allait tirer, il a ressenti comme
une grâce, un amour extraordinaire. Et ça a changé toute sa vie. Et il a essayé de comprendre et tout, et ça a modifié tout son parcours. Et c'est quelqu'un maintenant qui travaille avec, qui est coach et qui travaille avec aussi l'énergie sexuelle, qui aide les gens, il est coach de relations, mais il est aussi, il fait du tantra, mais c'est pas le tantra juste des positions. Il a vraiment une philosophie de vie qui est extraordinaire parce qu'il a été touché par cette grâce. Donc je me demande justement si on est touché par cette grâce sans avoir vécu des choses particulièrement difficiles dans notre vie. Vous voyez, je ne sais pas. Pour le moment, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui étaient touchées par cette grâce extraordinaire, ben, c'était après des moments très, très difficiles. Donc, je ne sais pas ce que vous en dites-moi ce que vous en pensez, mais... Est-ce que vous connaissez des gens personnellement qui ont été touchés par cette grâce? Tu peux rappeler quelle grâce? La grâce de quoi? De survie, de... Non, enfin que je dis cette grâce, c'est cet amour divin, vous voyez, ce sentiment de... Je ne vais pas vous dire exactement ce que ça fait, puisque je ne l'ai pas véritablement ressenti. Il y a eu quelque chose qui s'en est peut-être approché à un moment, mais pas vraiment. Vous voyez, cette espèce d'amour inconditionnel que l'on ressent. Voilà, c'est ça. C'est le mot que je ne saurais pas le dire autrement parce que c'est voilà, une espèce d'amour inconditionnel, d'ouverture du cœur qui est absolument extraordinaire, où on a une espèce de, d'après ce que les gens disent, hein, on a une espèce de paix, de joie, alors qu'en fait tout va mal dans ton vie, mais il y a une espèce de joie, d'amour, de légèreté qui n'a pas de sens par rapport à ce que l'on vit. Mais c'est, voilà. Moi, je connais quelqu'un, mais il est jeune, mais bon. Il est très jeune. Je connais quelqu'un, il est très jeune. Il est très jeune et un peu comme le parcours de cette personne que tu as rencontrée, qui a eu aussi un passage à vide assez difficile, mais quand même avec une enfance pas facile. Et c'est sûr qu'à un moment, il a eu une envie de suicide. Et depuis, bon, après quand même un passage en convalescence, on va dire, il a une joie de vivre qu'il avait toujours, mais je crois qu'il a cette joie de vivre, cette sérénité a été sa force en fait. Et des fois, même moi, comment on va dire ça, il me déstabilise dans son fonctionnement. Quand je dis me déstabilise, c'est la notion du don de mais non, c'est pas grave, la vie, mais c'est comme ça, mais aussi un rapport avec je ne veux pas dire la mort, mais les choses qui arrivent en fait. Et des fois, même quand je le regarde, je me dis, mais bon, à la rigueur, je dis, mais il est très fort. Je ne lui dis pas souvent pour qu'il n'aille pas dans l'extrême, mais on sent vraiment cet élan, cette joie de donner, cette joie de que c'est pas grave de pouvoir dire je me suis trompée, je m'excuse, c'est ça. De dire aux gens qu'il l'aime, voilà. Ok. Super. Bon, ben merci Marilyn. Merci beaucoup pour vos témoignages et votre participation. Donc, on va clore ici. Il est quasiment 20 h. Donc, bon week-end, bon vendredi. Et puis, merci pour votre fidélité. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne soirée. Profitez bien de votre soirée. Bye bye. D'accord, bye bye. Bye bye. Merci pour l'échange. Sinon, est-ce que je peux... Merci à tous. Je souhaite aussi te... Oui, c'est Marilyn, c'est ça? C'est qui parle? Oui. Ah. C'est Marilyn. Ah. Oui. Oui, par rapport à ce qu'on avait dit, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Je sais plus non plus. Oui, il n'y a pas de souci, tu me passes un coup de fil. Normalement, je serai dispo demain matin. Oui, je serai dispo demain matin, il n'y a pas de souci, tu me passes un coup de fil. D'accord. C'était par rapport à l'intervenant pour la femme dans le post-colonialisme. Oui. Ouais, voilà. Oui. D'accord. Ok. Il n'y a pas de souci, tu peux me passer un coup de fil demain. Je serai dispo. Ok, entendu. D'accord. Super. Merci pour ton aide. Bonsoir. Merci, bye bye. Bye. Merci, au revoir. Au revoir. Alors.